Eh les gars, c'est trop bien, on va enregistrer notre premier album. Oh, c'est marrant. Trop cool. Bouya! Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 96e épisode de Comics Outcast, aujourd'hui enregistré chez Album Comics. Ouais! Ah, c'est pour ça la blague. C'est l'événement. Oui, voilà, c'était D'accord. pour ça. Je l'ai maintenant. Tout ça pour ça. C'est la 96e donc, et on est ici dans le cadre des 20 ans de l'anniversaire d'Album Comics, pardon. Et ils reçoivent aujourd'hui la légende Jim Lee qui viendra faire des dédicaces aux heureux vainqueurs. Apparemment, ça s'est déchiré ça s'est arraché plutôt très rapidement. Et merci à Album bien sûr de nous avoir invités. Moi, c'est Eric pour animer tout ce bazar. À la réalisation, merci d'accueillir Queutrus. Salut. Il a pas de micro mais il est là et on fait bien sûr des bisous à Adrien, notre réalisateur attitré qui est toujours vivant. Hein. Il est en vie, voilà, et on lui fait des bisous. Hein. Il est en Angleterre, je crois, en train de. Oh, il est à Londres, salaud. Un jeu Voilà. vidéo. J'espère qu'il peut plus qu'ici. Zombie. Comme j'aime pas faire la fête tout seul, je suis venu avec mes potes. Alors on va dire bonjour aux chroniqueurs autour de la table. Aujourd'hui, il y a Nivrae. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va bien. Je crois que t'étais surprise que je t'appelle Nivrae. Je me suis dit, il va rater. Mais non, en fait. Non, non, pour une fois, je dirais pas que je me préparais, mais bon, je fais attention quoi. Comment ça va? Bah, ça va bien. Écoute, je suis entourée de comics, là, je suis super bien. C'est vrai, on a un décor assez exceptionnel. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Et je vais vous parler de Midnighters et Apollo. Et est-ce que t'as des trucs que tu lis dans ton coin en ce moment? Oui, je rattrape White Knight. Batman, ouais. Ouais. Oh, trop bien. Et c'est Murphy. super Ça bien. défonce. C'est Je veux vraiment bien super croire. Avec nous également, on a Sam. Salut, Comment ça va? ça va bien? Qu'est-ce que tu lis en ce moment, toi? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je suis en train de me retaper tout le label 619. Oh, putain. Ah, Ouais. Tu prépares un truc, toi? Non. T'as acheté Non. l'anthologie qui est sortie là? Non, parce que je les ai tous en, Oh le mec. individuel. en individuel. Moi, je me la suis chopé et je pense que je vais l'acheter un jour. Voilà, T'as parce que bien je raison. l'ai mis de ce côté. De quoi tu nous parles, toi, cette semaine? Moi, je vous parle de Wormwood Goes to Washington. Mais voilà, Super Ben dur à Temple dire. Smith. Je vais pas le dire parce que c'est chaud. Avec nous, on a également Zef. Salut Eric, tu vas bien? Je déteste toujours quand Ah, tu je fais sais, ça. je sais, Oui, je écoute, sais. je vais bien. Je suis plus à Stressé? l'aise que Non, c'est bien. Non, ça va. là, Non, pour t'es à l'instant, l'aise, ça va. je te sens bien, ça me fait plaisir. Comment ça va? Bah écoute bien, très bien. Est-ce que tu lis des choses en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? J'ai commencé, alors c'est c'est du comics, parce que c'est américain, j'ai commencé les comics Avatar, le Ah. Last Bender. Ouais. Et ça tue parce que je me suis tapé sur Netflix tous les 3 saisons du dessin animé là, parce que Ouais. je l'avais jamais vu et ça défonce. Donc voilà. C'est assez sous. Et le film, tu l'as aimé? On n'en J'ai parle jamais pas. vu. Toi, Jamais tu vu. nous parles de quoi Je parlais aujourd'hui? de Paradiso, un Paradiso. truc de chez Image, c'est à César et c'est pas mal. Ok, bon, on va en discuter juste après, pardon. Et on accueille aussi Ben. Oui, bonjour, bonsoir Eric. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, joyeux anniversaire album. Oui, joyeux anniversaire album. Oui, Oh. 20 ans. C'est Ah oui, jeune, c'est vrai. c'est le bel âge. Et tu- vrai. à 20 ans, tout est Majorité? Non. impossible, pardon. rien n'est invincible. Non, c'est dans l'autre sens. Ok. Tu lis des trucs en ce moment? Oui, je viens de finir Thanos, la série régulière qui s'est terminée là au bout du 18ème. Surtout D'accord. l'arc de Donny Cates qui était assez taré. Ouais. Et je me suis plongé dans Infinity Countdown parce que les gemmes de l'Infinity sont revenus. Les gemmes de l'infini. Ouais, les gemmes de l'Infinity. Ok, on Comme mélange sur tout. Facebook, c'est les gemmes. C'est bien ou pas? Et, ouais. Ouais, En je fait, suis un le peu, truc, c'est que je reprends au tout début, c'est-à-dire à All New Guardians of the Galaxy. Ouais, Et normal. c'est mortel. Oui, ça tue. Et après, il y a toute une reading list. On a communiqué ça sur le BA Comics Club. Et en fait, il y a plein de trucs à lire. Et Infinity Countdown et tout ça. Voilà. Donc c'est dense, C'est fat. mais c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, toi, tu nous parles de quoi? Et moi, je vais te parler de ce qui s'est fait de mieux dans l'univers d'Aliens depuis les 2 premiers films. C'est un journaliste qui a dit ça. Je reprends sa phrase. Il a raison. C'est Alien Dead Orbit. Il a raison. Il a raison. Ah, non, ça va. Aliens Dead Orbit, c'est une grosse tuerie aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Donc vous avez le programme de la première partie. Et en deuxième partie, on laisse place au focus, cette fois-ci consacré à Jim Lee, copublicateur de DC Entertainment et légende absolue du comics, passé par Marvel, Image, bien naturellement DC Comics. Et ensemble, on va revenir sur son riche parcours. On aura peut-être une surprise en fin d'émission. Hein, On ne va sait voir pas. si le Père Noël passe aussi en avril. Hein. Avec un peu de chance, peut-être qu'il viendra répondre à nos questions. Hein oui, on espère. Twitter, Comics Outcast, pour réagir à tout ce qui se passe, les comics et compagnie. Le groupe Facebook, le Bouya Comics Club, pour discuter ensemble de ce que vous avez vu, lu et aimé, moins aimé, si ça arrive. Et iTunes, bien sûr, pour mettre vos 5 étoiles sur notre podcast, hein, pour nous faire briller encore plus haut au firmament de la podcastosphère francophone. Tu dis ça à chaque fois, c'est toujours aussi. Oui, mais écoute, on a des C'est 5 vrai. étoiles. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce que je dis et qui le font. Ok. C'est vrai, c'est bien. Merci à vous. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt. Comics Outcast 96, c'est parti. Merci. Montage post-prod. Merci pour le montage.
Et on commence avec les revues. On a choisi cette semaine 4 titres. On a lu les premiers chapitres quand on a pu, sinon la totalité, parce que je pense qu'aujourd'hui il y avait quand même pas mal de mini-séries. Oui. On se fait une idée d'une histoire et on en discute ici devant les micros. On ouvre avec toi, Nivrae. Tu vas nous parler de Midnighter et Apollo, comme tu disais plus tôt. Exactement. Et moi, j'ai fait la bonne, fausse, mauvaise élève. J'ai lu que les 3 premières à chaque fois. La honte. Ouais, Midnighter et Apollo, du coup, c'est 6 issues, mais j'ai pas été jusqu'au bout des 6. En vrai, j'ai scrollé. Donc je connais la fin et j'ai vu. Mais j'ai pas lu en détail. J'avais pas le temps. C'est dommage. Il y avait 4 comics à lire quand même. Donc c'est bien sûr un comics de chez DC Comics par Steve Orlando et Fernando Blanco. Ouais. Donc Steve Orlando, il a fait du Justice League. C'est lui qui faisait Midnighter quand il était tout seul, avec Apollo. Et Fernando Blanco, c'est pareil, c'est un habitué de DC Comics qui a bossé sur du Batwoman, il me semble. Et qui là rejoint Steve Orlando pour cette petite courte histoire. Donc du coup on retrouve Midnighter et Apollo, ces 2 personnages de The Authority. C'est un peu l'équivalent de Batman et Superman version gay. Je pense qu'on c'est même pas la peine de plus ou moins vendu comme ça. Je pense que c'est clairement. Et d'ailleurs la première fois que tu découvres Midnighter, quand tu le vois, tu dis en fait c'est Batman sans les oreilles. C'est ça. Quand tu vois son costume, c'est un peu ça. Même yeux, même nez. Exactement. Donc ça démarre par une grosse scène où bien sûr Midnighter et Apollo sauvent la ville. On voit tout de suite que c'est 2 super-héros et puis on arrive tout de suite dans leur vie intime où c'est un couple gay, très heureux, ils dînent avec des amis, tout se passe bien. Et on sent qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Midnighter. Donc moi je connaissais très peu le personnage, je fais mon Wikipédia comme d'habitude. Et en gros, il s'est passé des choses avec Henry Bendix qui l'a plus ou moins transformé en lui donnant aussi des pouvoirs en même temps. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver ce gars-là. Donc il se téléporte avec l'aide de portes. Où il dit door. Je dis maintenant parce que je reparlerai après d'une scène hyper stylée derrière. Du coup, il part à la recherche de ce gars-là. Il a juste envie de le tuer, d'en finir avec. Et alors qu'il le retrouve très facilement, Apollo, de son côté, se fait enlever, tuer, mettant fin à ce magnifique couple. Donc ça, c'est vraiment la première issue, c'est l'installation de l'histoire. C'est assez tragique. C'est assez tragique. Midnighter perd son pouvoir de téléportation de porte en porte. Et on est vraiment sur une fin très tragique. La deuxième issue, c'est Midnighter qui dit non mais en fait allez vous faire foutre, moi je suis plus fort que tout ça. Et là je suis tombée sur une double page que j'ai trouvée magnifique où il a plus son pouvoir de porte, il s'en fout, il défonce les portes en fait, en gueulant dors, exactement comme quand il se téléporte. Et j'ai trouvé comme s'il avait encore le pouvoir quoi. C'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial. Et donc bien sûr le reste de l'aventure c'est retrouver Apollo, le sauver, le ramener à la vie puisqu'il il est mort, et en finir avec Bendix et tout le mal qu'il fait. Son tourmenteur. À peu près. Donc il va se passer plein de choses, on va rencontrer pas mal de personnages, des gentils, à peu près, des méchants, dont Néron, un méchant que j'ai pas mal aimé. Assez stylé. Et c'est assez... c'est drôle, parce que les personnages sont drôles. C'est bien écrit aussi. Il y a pas mal de choses que j'ai aimées. Il y a un espèce de jeu de loi de la mort et des vices, je l'ai appelé comme ça, entre Néron et Apollo. Néron qui boit quand même du sang humain, où tu vois les êtres humains à travers le sang dans un verre coupé. C'est vraiment genre... parce que je sais pas si tu l'as dit, mais du le coup méchant il est en de la enfer. mort. Oui, c'est ça. Il est en enfer. Et non, c'est assez ouf. Et donc du coup, pour aller sauver son bien-aimé, Midnighter va avoir une espèce de quête pour récupérer l'arme et la boulette, comment on dit en français ? Une balle. Voilà, la balle. Une balle. La balle pour pouvoir aller tuer... la balle du flingue. Voilà, la balle du flingue. Pour pouvoir tuer le grand méchant et sauver son bien-aimé. Alors attendez, on viendra une blague de Sam. La boulette de Diam, c'est ça ? Ok, d'accord. Je sais pas. Ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas l'ont pas. C'est mieux de pas l'avoir. Continue, vrai. Et non, voilà. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le personnage de Midnighter juste génial. Il y a des scènes, la scène où il gueule Go to hell. Pour une fois, on peut lui dire quoi, qu'il va aller en enfer. Et puis la relation qu'il a avec Apollo, j'ai trouvé ça pas mal. Et du coup, de lire ça, je me suis mis dans ma tête, je me suis imaginé tout ce truc version Batman, Superman. Et du coup, ça fait un peu comme les mangas. Je sais plus comment ça s'appelle, toutes les versions des mangas avec les
avec les relations juste entre hommes. Yaoi. Yaoi, Ouais. c'est ça. Voilà, donc c'est un peu le yaoi du comics. C'est super cool. Non, je rigole. Sam, Ouais. t'as lu pareil, t'as lu la même chose. Ouais. Tu connaissais toi aussi Midnighter et Apollo? Je connais, je suis pas à jour sur The Authority, mais j'en Ouais. ai lu pas mal. C'est vrai qu'ici on a parlé de The Authority, justement un quelques focus épisodes, Wildstorm, oui. tu vois. La 84, tu dis. C'est ça exactement. Et déjà, t'as pas besoin d'être à jour ou de connaître les personnages pour pouvoir attaquer vrai. cette mini-série Ouais, ouais. Mhm. qui est très cool. Les personnages sont vraiment chouettes. Tu retrouves ton Midnighter bien violent, bien gore. La première scène où il bute tous les voyous sans honte, quoi. Ils y vont à fond. C'est très très cool. Et ouais, toute cette relation, cette histoire de j'ai perdu l'homme que j'aime et je vais le rechercher aux enfers, c'est assez classe. Il me semble, si je me trompe pas, que Midnighter et Apollo sont le premier couple homosexuel à s'être marié dans un comics. Ouais, C'est eux et Ah même oui. dans une version d'avant, parce qu'il y a eu un reboot, ils avaient même adopté une petite fille. Oui. Ouais, complètement. Et ouais, non, j'ai vraiment adoré. Très D'accord. classe. Toi, Zef, est-ce que toi aussi, je pose la question parce que personnellement, j'étais pas du tout familier, mais est-ce que tu connais aussi Midnighter et Apollo? Ouais, je connaissais via le comics de base, mais pas aussi bien que ça en fait. Du coup, D'accord. j'ai dû me remettre un peu à jour sur qui étaient ces personnages. Ouais. Et sur le coup, qu'est-ce que je voulais en dire? Ça défonce pas mal en fait. J'aime bien le comics, c'est très bon. Enfin, l'histoire est très bonne. J'ai pas encore fini les CJSU non plus, mais j'ai bien aimé effectivement la relation sur les deux personnages, la relation amoureuse et la référence grecque à Eurydice et Orphée qui va chercher sa femme en enfer et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très cool. Que dire, les personnages sont bien construits. Enfin, ça déroule. Faut absolument le lire. Ben, C'est de la merde. Non, c'est faux. C'est faux. Non, meilleur en fait- avis sauf Voilà, c'est ça. Non, c'est faux. En fait, c'est très vrai ce que dit Sam. En fait, t'as pas besoin de. Tu vois, tu nous demandais si on connaissait les persos. T'as pas besoin de connaître The Authority ou autre. Enfin, lisez Authority, c'est détail, vachement ouais. bien, mais voilà, t'as pas besoin. Parce qu'en fait, au fil des issues, on t'explique. Enfin, tu comprends rapidement qui est Midnighter et qui est Apollo. Ils expliquent ça en mode anecdote, tu vois. Mhm. Et même sans ça, tu peux comprendre tout ce qui se passe. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment la relation entre les deux personnages. Oui. Et moi, j'ai vraiment accroché sur le personnage de Midnighter parce qu'on le voit un peu plus quand même en termes de Il est mis de en présence avant, à l'écran, ouais, j'allais ouais. dire, voilà. Parce que c'est sa quête à lui d'aller Screen chercher time. Apollo, tu vois, cette espèce de quête RPG, comme disait Hélène. Il doit avoir une arme, il va à tel endroit, non, va pas là-bas, non, va là-bas. Avec Enfin, des c'est vraiment PNJ qui voilà, l'aident avec la des princesse est dans un artefacts. autre château, voilà, exactement. Mais voilà, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si t'accroches au personnage de Midnighter, et ce qui était mon cas, moi je me suis vraiment enlevé du côté c'est Batman et Superman, c'est clairement ça, mais au bout de quelques pages tu l'oublies et Oui. c'est juste anecdotique. Et en fait le personnage de Midnighter il a des pouvoirs, c'est une machine à tuer, Ouais. mais au bout d'un moment quand tu vois qu'il fait ça par amour et qu'il va en enfer, au final il a plus ses pouvoirs de super-héros entre guillemets, bah tu vois que son vrai super pouvoir c'est sa détermination et il dit je m'en fous, je veux le sauver, j'imagine pas une vie sans mon mec donc j'y vais et c'est génial. Et pour parler un peu du graphisme, on parlait du jeu de loi tout à l'heure qu'il y a dans le scénario Ouais. du jeu, il est reproduit à un moment sur une case où tu vois justement Midnighter qui va d'ennemi en ennemi en enfer et qui se ferait un chemin, et en fait à un moment les cases font vraiment un escargot comme un jeu de loi. Ouais. Et alors si t'as envie tu peux tourner le comics, enfin, c'est fait pour, Faut voir mais toutes les en cases. fait c'est vraiment, je trouve que le point négatif pour moi c'est le trait en lui-même que j'ai pas spécialement apprécié. Il est correct mais ça m'a pas transcendé. Mais par contre ce qui est vraiment génial c'est la mise en case. C'est vraiment de la réalisation comme tu dirais au cinéma. Il y a vraiment dans certaines cases il y a des angles de vue particuliers qui sont propres à l'action. Ouais. Des fois il joue avec les cases qui se déstructurent, etc. Quand il dit porte-porte, enfin voilà, Ah oui, là, il y a il- vraiment un jeu avec le média lui-même que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a fait oublier que le trait n'était pas spécialement à mon goût. Moi j'étais au bout des 6 issues parce que je voulais savoir la fin de l'histoire quand même. Et voilà, c'est vraiment une quête de RPG en mode je fais ça par amour et c'est gnangnan à aucun moment. Enfin voilà, le couple est très puissant et d'ailleurs il y a une super page où ils s'embrassent dans le soleil parce qu'en fait pour Apollo il tire son pouvoir du soleil donc il le régénère, et dans une salle qui est complètement ensoleillée ils s'embrassent. Enfin il y a vraiment des trucs très cool et je vous le conseille, si ça se lit rapidement et c'est vraiment de l'action pure, mais il y a quand même un fond derrière philosophique comme disait Zef avec la quête de grec et tout ça quoi. Pour préparer l'émission, j'ai regardé les pouvoirs d'Apollo. Alors, ils ont été affinés en fait au fil du temps, mais au-delà de cette espèce de pouvoir de téléportation, il a aussi un. Midnighter, tu veux dire Midnighter, tu J'ai dit pardon. J'ai dit Apollo. ouais, non, mais ouais, Non, excuse-moi, Midnighter, Ouais, pardon. ouais, Oui. c'est ça. Une espèce de cerveau qui calcule beaucoup de probabilités de Ouais. combat en fait. Ouais, Et c'est un ordinateur à tuer. c'est ça. Ouais, ouais. Et dépendant des versions, en fait, soit c'est c'est en réaction, c'est-à-dire que c'est seulement quand il est en danger que ça s'active. Et il y a d'autres versions où il voit vraiment toutes les possibilités en même temps. Et c'est pour ça qu'il arrive à menacer des gens un peu à la quête de survivants. Genre, tu sais pas encore, mais t'es déjà mort, quoi. Que truc?
juste je reprends, c'est pas un pouvoir qu'il Ouais. a en fait sur les portes. C'est un ordinateur c'est qui le- a dans le C'est- cerveau, en c'est- fait. il appelle Il le appelle. carrière, l'espèce de gros vaisseau d'Authority là. Voilà. Et en fait, D'accord. ils peuvent voyager à travers The Bleed. Donc je sais plus comment Ah, t'en c'est en avais parlé, français. oui. Et c'est une commande. En fait, c'est pas vraiment son pouvoir. D'accord, donc en fait, il se en parle, sert. en fait, C'est un de tous les ses membres outils. de Il dit qu'il a un truc dans la tête l'utilise. qui calcule ça, soit du coup une référence à ça. Ça, par contre, oui, il calcule à l'avance 1 million de fois Ouais. le coup. Ouais, c'est ça. Il est 1 million de très fois le rapide, combat. très fort aussi. Ouais. Mais ouais, tous les membres de The Authority ont accès à ce portail. Et c'est D'accord. pour ça que quand il essaye de s'échapper de chez Bendix, il arrête pas de crier d'or pour essayer de le réactiver ce C'est pouvoir. ça. D'accord. Ben Non, juste un mini truc pour que les gens pensent pas que c'est clairement un Batman sans oreilles, ce qui le différencie de Batman. Non mais en fait, c'est facile de faire le parallèle. C'est la nuit comme Batman, Apollo il est solaire comme Superman et tout. Mais juste la grosse différence, c'est que Midnighter, il hésite pas à tuer. Des fois, en fait, il a plus un côté kick-ass qu'un côté Batman. Par moment, c'est genre il va au bout de son truc, même s'il est en sang et qu'il est sur le point de crever, il continue, il va jusqu'au bout. C'est vraiment il garde fonce son dans le cap. mur, quoi. Voilà. Que Batman, il calcule, il est plus stratège et tout ça. Ah, il est plus proche de Nemesis de Miller en fait. Ouais, carrément, bah, ça se ressemble en plus. Et Alors, c'est que Ben- pour avoir mangé beaucoup de Batman, là, en ce que j'ai vu juste en 3 issues plus un peu plus de Midnighter, je trouve tellement plus profond et tellement plus intéressant finalement. Après, c'est peut-être qu'on a mangé trop de Batman aussi, mais là, juste sa relation avec Apollo, je la trouve super bien faite. Ouais. Ses pouvoirs, justement, ce côté le fait qu'il tue en fait, simplement, ça apporte beaucoup au personnage. Et là, en 3 issues, mais j'ai accroché à fond sur ce personnage et du coup je vais me faire tout ce que j'ai raté depuis des années. Voilà. Vraiment. Tu vas revenir en arrière. Oui. C'est sympa ça. Sam. Ouais, je voulais rajouter sur The Authority, en fait, c'est 2 personnages qui sont super balèzes, mais qu'on creuse moyennement. Il y a des personnages plus importants qu'eux, qui prennent les décisions et tout ça. C'est assez cool de les voir, du coup, davantage mis en avant. Et je sais que cette série, elle a été demandée un peu par les fans suite à Midnighter, une série qui parle que de Midnighter. D'accord. Oui, d'accord. Ben. Non, mais il parlait de The Authority. Je me suis demandé, vu que j'ai pas lu, à un moment, ils sont en groupe avec son pote qui fait de la magie là. C'est eux, The Authority, avec le mec chat et tout ça, ou c'est pas ça? Je suis pas à jour sur les derniers, mais au D'accord. début, non, c'est pas cela. C'est pas cette équipe. Parce qu'en fait, ce que j'ai bien aimé, il se fait aider par je vais dire un genre de Constantine parce Ouais. que c'est ma référence magique chez noté DC. Je crois que beaucoup de gens ont vu Et ce justement, parallèle. ça faisait plaisir de voir un maître de la magie autre que Constantine, enfin, Ouais. de mon point de vue en tout cas, parce que c'est grâce à lui qu'il va aller en enfer avec un genre de bougie qui lui dit tant que la bougie elle brûle, tu peux être en Ouais. enfer. Enfin, c'est assez épique et justement ce côté Midnighter qui est lui un produit scientifique. Tu vois, on a parlé de Bendix, le méchant qui Ouais, c'est n'arrête l'expérience, pas de rafistoler tout le monde. À un moment, il croise un gars, il a dit ah non, mais t'as pas ma moto parce qu'elle est nerveusement reliée à mon corps. Enfin, tu sens le savant fou et donc il y a ce côté scientifique et qui casse avec le côté magique et le côté enfer paradis, tu vois, c'est un mélange mais ça fonctionne très très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Midnighter et Faut le Apollo lire. Non, on le recommande. à part de le recommander de le lire. Donc c'est illustré par Fernando Blanco et écrit par Steve Orlando. C'est donc une mini-série en 6 issues. C'est sorti, ça commence en 2016, donc je pense que le TPB est dispo. Donc voilà, jetez-vous dessus. Non, j'ai pas Sam vu si c'était. Le petites TPB il infos. sort 19 juillet. Oh, bah ça va, Et non, il est c'est sorti bientôt. 19 juillet 2017. Ah, bah c'était il y a longtemps, donc Il est achetez-le. dispo. J'avais raison. Comment Le TPB VO, tu veux dire? VO, ouais. Ah, en VF, c'est pas français, sorti ouais. encore. Je sais pas. Ouais, ça, j'ai En pas anglais, l'info pardon. non plus. Deuxième titre, c'est Zéphiriel qui va nous en parler. Il s'agit de Paradiso. Ah, on a changé du coup l'ordre. Pardon. Ah, là, on change. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit Zeph. C'est pas grave, on est adaptable. Ok, on va. Ok, moi je C'est vais parler de mettre d'un mal à truc l'aise. image qui fait pas trop image, je vais dire comme ça. Donc j'ai lu les 3 premiers issues. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Non, mais je vais raconter Il y ça. en Au avait 4, scénariste, t'es on feignant retrouve- quand même. hein. De quoi Il y en avait Les 4, t'es feignant quand même. J'ai joué le jeu, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Au scénariste, on retrouve Van Kansten, je sais pas le dire, et Pramanik en dessinateur. Alors bon, je les connaissais pas du tout, donc c'est pour moi des nouveaux venus dans l'univers un peu comics. Je sais que l'auteur a fait vachement de bouquins avant. J'ai regardé son site rapidement, mais au-delà de ça, je saurais pas dire ce qu'ils ont fait d'autres. Dans Paradiso, en fait, on est sur un univers un peu post-apo. Alors, c'est pas vraiment du post-apo parce qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, un truc comme ça. En tout cas, Bah, il y a eu une on apo quand même. hein. Un genre d'apo. ouais, mais c'est pas Post-techno, pour ça que comme je à la dis chasse, post-apo. Hein Non, rien. Blague Dis- d'Adrien. Non, mais vraiment, il y a eu une catastrophe, il y a eu un truc. Oui, il y a eu une catastrophe, Donc, c'est mais quand je dis post, post-apo, c'est pas apocalyptique dans le sens bombe nucléaire. En tout cas, on D'accord. le sait pas encore. Ok, ok. Et dans lequel tout ce qui est technologique, informatique, tout ça a disparu. On le comprend un peu plus tard que le monde était très 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 avancé. Parce qu'il y a eu un event qu'ils ont appelé Midnight,
qui s'est passé et qui a amené la Terre justement à ce côté un peu post-apocalyptique. Et du coup, on va suivre un personnage qui s'appelle Jack, qui est assez cool, je trouve, qui se définit un peu, alors pas vraiment, mais ce qui se rapproche d'un Tinkler, ce qu'il appelle en anglais, c'est un bricolo. un bricolo, voilà. Alors ça en est pas un vraiment, mais il a tous les schémas dans la tête, il arrive à retenir plein de trucs et tout. Et donc, il va se présenter dans un bidonville qui borde Paradiso, qui est donc la ville qui est, si j'ai bien compris, amener ce petit event de Midnight, qui était une ville très avancée dans le big data, tout ça, c'est pas vrai. Et c'est vrai, clairement. Oui, c'est vrai. Et donc il va demander en fait un laisser-passer ou un mec de le faire passer dans Paradiso, qui semble être une ville protégée, surprotégée même. Donc voilà, donc il va demander ça, et entre-temps il va se montrer avec un espèce de collier, ce qu'ils appellent un pneuma, un truc vert qui répare un peu les choses technologiques, tout ça. Ça a une importance pour la suite. Et donc du coup il va passer dans la ville de Paradiso, il va se faire défoncer la gueule par un couple de robots qui est absolument trop cool, le gros barbu et l'autre avec une espèce de ninja clodo, j'ai envie de dire. et donc voilà, et en parallèle de ça on va croiser une autre personne qui s'appelle Karine, qui elle va faire une espèce d'exploration dans un puits géant et qui va tomber sur justement un truc ultra technologique, une espèce d'agglomération télé dans laquelle il y a une espèce d'intelligence artificielle qui va lui dire justement trouve Jack et aide-le, grosso modo. Très vague. Ouais, très mystérieux, très vague. Et donc du coup, voilà, ça va être la réunification de ces deux personnages en plus d'un autre mec qui s'appelle Vance, qui semble être un mec un peu à double jeu, on va dire. Et c'est sur l'avancée. Je vais pas en dire plus parce que comme c'est 4 issues, ça va très très vite en termes d'histoire. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas trop un comics Image, parce qu'on a l'habitude de dire que Image prend toujours son temps pour mettre en place des plots. Peut-être qu'on se trompe aussi. Au bout d'un moment, il va falloir faire mesurer. Je pense à Adrien, je pense pour ça. Mais et du coup, là, en 2 issues, on a énormément de trucs qui sont arrivés, énormément d'actions. Le plot est bien installé, il a déjà vraiment avancé, et on sent que voilà, ça doit avancer très vite, ça doit prendre beaucoup d'importance en très peu de temps. Et du coup, ça donne tout son peps en fait aux comics. Et je trouve ça super bon en fait. Au niveau graphisme, c'est assez cool, c'est un peu griffonné pastel, j'arrive jamais à définir ça correctement, mais pour moi ça passe assez bien. Il y a un peu côté un peu fluo sur tout ce qui est technologie, et justement le pneuma qui ressort en vert fluo un peu bizarre. Et puis voilà, c'est un très 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 bon comics que je conseille très largement par ailleurs. Et si vous aimez les trucs un peu post-apo, ça me fait beaucoup penser à Gum dans l'idée du truc, avec le côté ville secrète dans laquelle on doit aller, et le côté technologique abandonné sur Terre, et puis les cyborgs et le reste. Et puis voilà, c'est violent, c'est très très bon. Et c'est violent, c'est bon. On devrait mettre ça sur ta pierre toile. Ben, sympa de parler de la mort du gars. Merci. Bientôt, un jour. Bientôt. Un jour. Oh là là. Merci. En fait, j'ai trouvé que c'était un mélange de beaucoup d'influences connues en termes de thématiques. Tu vois, moi, ça m'a fait. On a parlé de post-apo, et clairement, il y a des passages qui font penser à Mad Max. Ça fait penser aussi à Ghost in the Shell. Oui. Et même, ça m'a fait aussi penser un peu à Evangelion, parce que Zef en a pas trop parlé pour pas spoiler, il a raison, mais j'ai cru déceler. Mais je vais le faire. Non, je donne mon avis. J'ai cru déceler un genre de discours un peu métaphysique sur certains personnages. Clairement. Puisqu'il y a évidemment toujours ce thème de la création, parce qu'il y a des androïdes, ou des cyborgs. Il y a la création de l'intelligence artificielle, des humains, voilà. Donc il y a tout ça. Ouais, non, vas-y. J'allais dire, de toute façon, dès que tu abordes le problème du robot et de l'intelligence artificielle, il y a toujours ce contexte qui arrive. En fait, exactement, et c'est un mélange de tous ces trucs-là. Donc, pendant les premières pages, je me suis dit, j'étais pas blasé en mode ouais, ok, c'est déjà vu, parce que j'étais quand même curieux de voir ce qu'ils allaient en faire. Mais voilà, les influences se voient clairement, et des fois, tu peux poser ta question en disant ça serait cool de voir un truc que j'ai pas vraiment trop vu, et c'est là que le pneuma dont Zef parlait fonctionne bien, cette espèce d'outil universel qui répare les choses. Ok, mais j'ai pas vraiment été surpris. Je me suis laissé entraîner parce que le personnage il est attachant, parce qu'il y a des gens où tu sais pas vraiment si c'est des méchants ou des gentils d'ailleurs, sont très charismatiques en termes de ce qu'ils disent et en termes de physique. Il y a beaucoup de robots, d'androïdes, des trucs qui sont immenses, enfin les proportions sont complètement pétées, donc c'est assez cool. C'est très dégueu dans le graphisme, dégueu dans le sens ça montre des choses dégueu, c'est pas crade, voilà, mais ça montre que les gens sont en galère et qu'il manque plein de choses qui feraient leur confort. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et un truc qu'on n'a pas trop dit, c'est il y a le passé de Jack, il lui est arrivé quelque chose dans le passé. Et c'est très intéressant parce que on va apprendre rapidement qu'en fait il est hanté par son passé, et que, un peu comme dans tous les trucs de ce que tu as fait dans le passé influence sur ton futur, etc. Et ça c'est bien, bon déjà c'est intelligent dans le scénario, mais c'est très intelligent aussi en graphisme.
dans le rendu, parce que j'ai trouvé que des fois il y avait vraiment une vraie corrélation entre ce qui se passait dans son passé, qui est fait avec une certaine couleur, et ce qui se passe dans le présent, les impairs. Enfin, c'est très très intelligent à ce niveau-là. Donc le graphisme, je l'ai trouvé intéressant. Il m'a pas, enfin ça m'aurait pas scotché, mais encore une fois, ça sert le discours et il y a des trucs qui sont intelligemment faits. Après voilà, ça m'a pas vendu un truc jamais vu ni rien, mais ça reste agréable. D'accord. Zef, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, juste parce que moi, pour ceux qui connaissent Jack Vance, qui est un auteur connu science-fiction, un truc. En fait, il y a un couple dans le. La référence. En fait, je sais pas s'il y a une référence parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Vance et donc le personnage de Jack. Je sais pas s'il y a une référence directe à Jack Vance parce que j'ai pas lu de ce qu'il a fait. J'ai cherché rapidement sur le net, j'ai rien trouvé directement lié commun, à Paradiso, mais il doit avoir un truc qui a cru. Il n'y a pas le pneuma dans le cycle de Chai aussi? Je sais pas du tout. Je connais Dans pas le du cycle tout. de Chai, ça me dit rien. Non. Alors là, on parle de SF. Dans une œuvre de Vance, le pneuma, ça me dit quelque chose. Bah, c'est possible. Ouais. Donc s'il y a des auditeurs qui connaissent mieux Vance que nous, a priori, n'hésitez pas à le dire parce que pour si le vous coup, avez ça vu le m'intéresse lien, ça peut être de sympa. savoir. Voilà. Tu parlais de présent et passé, Ben, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une, je sais plus, c'est une double page où on voit Times Square, enfin quelque chose qui ressemble à Times Square, plein puis vide. Ouais. Et effectivement, ce côté présent-passé est assez bien mis en avant. Et c'est pas la seule scène, mais c'est vrai que c'est celle que j'ai retenue qui était vraiment incroyable. Parce qu'on sait pas ce qui s'est passé en plus. Non, le voilà. Midnight dont Zef parlait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Toi, Nivrae, as-tu été happé de la même façon que nos deux camarades? Je l'ai lu 2 fois. Quand même, ouais. Ah, et après, on n'a pas le temps de lire les autres issues des autres trucs. Oui, mais c'est à cause de ça, tu vois. T'as lu les 4 En fait, non, j'ai lu que les 3 premiers. J'ai lu une fois les 3 premiers. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir rien enregistré. Mon cerveau avait rien capté. Du coup, je l'ai relu une deuxième fois et j'ai un peu mieux compris. Donc tu fais quoi? Tu lis une première fois pour regarder les images et ensuite tu lis le texte? Ouais, c'est un peu ça. d'accord. Non, mais c'est un peu ça. Double C'est-à-dire, en connaissant un peu ce qui se passe après, je comprends mieux l'avant. tu vois. Et non, en fait, j'ai trouvé ça beaucoup mieux la deuxième fois. La première fois, je m'étais dit, c'est pas terrible. Et en fait, non, la deuxième fois, j'ai beaucoup plus aimé. Il y a le côté technologie disparue qui me plaît beaucoup. L'instant où il utilise son pneuma, où tu vois comment ça fonctionne. Quand on te parle du nuage de neuroparticules, ce principe de big data énorme, ça m'a fait rêver un instant. Bon, quand tu vois le résultat, c'est pas fou. En fait, c'est peut-être ça le cloud. Je pense que à la c'est base. ça. Mais en fait, c'est ça. C'est un nuage, un cloud mais physique de neuroparticules qui a tout fait péter. Le Midnight, pour moi, c'est ça. Et j'ai pas mal aimé aussi tous les persos qui tournent autour de Jack, le perso de Vance. Surtout qu'on voit très peu. Il y a Noira aussi qu'on découvre. Et effectivement, les personnages des gardiens, je crois qu'ils les appellent comme ça, des personnages qui sont juste énormes, complètement démesurés. Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte dans les premières cases, mais il y a certaines cases où tu les vois par rapport aux humains et là tu fais d'accord, il lui arrive même pas en haut de la cuisse. C'est vraiment des personnages impressionnants. Il y a un robot qui a un avant-bras gigantesque. Mr. Onebad, Onebad et Monsieur Dandy. Il y a un couple, j'ai plus le nom, mais avec la petite fille qui sont une seule même personne en fait. C'est Hazard. Voilà, Hazard. Incroyable. Elle connaît pas trop son nom. Elle, on sait pas trop. En fait, ils s'appellent tous les deux Hazard. En fait, c'est une seule et même entité. T'as l'impression parce qu'ils finissent les phrases de l'autre. Exactement, ils finissent leurs phrases et ils sont vachement bien quand même. T'as lu les 4, ça? Non, j'ai pas lu les 4. Non, mais moi j'ai lu les 4. T'as lu les 4, donc c'est plus les gars, je veux pas le jeu. J'ai scrollé la 4e. Oh, c'est pénible, hein. J'ai le her, je sais. Voilà. Mais sinon, l'histoire, j'ai trouvé bordélique. Je pense que c'est pour ça qu'au début, tu vois, ça a pas matché et que j'ai dû le lire une deuxième fois. S'il faut tout remettre en place. Et par contre, les dessins, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. La même chose que pour Midnighters et Apollo. Les dessins sont bien, ils me plaisent. Je les trouve pas exceptionnels, mais ça me va quoi comme c'est. Et effectivement, la scène du Times Square vide, Times Square plein, il y a des scènes comme ça qui marquent pas mal. Et après, comme j'aime bien le côté dystopie, post-apo, d'avoir les villes détruites avec des trucs qui flottent et tout ça, j'aime pas mal. C'est vrai que le premier plan de New York avec l'espèce de gratte-ciel qui est en suspension avec du vide et en dessous la base de l'immeuble du gratte-ciel, c'est assez impressionnant. Sam, toi, ton avis là-dessus? Ouais, alors continuons sur le dessin. Je trouve que les planches sont quand même assez grandioses en général. C'est des grandes vues, beaucoup d'immeubles. Ouais. C'est très bien foutu en fait. Je pense que c'est plus une question de traits qui me gêne moi. Surtout dans les yeux, généralement j'ai l'impression que les yeux ils sont un peu vitreux, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais non, graphiquement j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'histoire, je suis pas tout à fait du même avis que tout le monde. Je trouve que j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui sont tout autour, qui gravitent. Le personnage de Jack, je l'ai trouvé un peu insipide. J'ai trouvé qu'il mettait beaucoup de temps à se mettre en place.
Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi j'ai lu, je pensais que c'était 4 issues, que c'était une mini-série, que ça se terminait. Je pensais Attends, il va nous révéler un truc là. Je pensais que ça allait aller vite, et je trouvais que justement au bout de 3 issues, je me disais mais où est-ce qu'on va, ils vont tout résumer en une issue ou quoi. Et en fait, ces 4 issues, c'est juste une introduction à un univers beaucoup plus grand. Mais ça a l'air, parce que c'est très très riche dès le début. Ah, d'accord, je pense qu'il passe pas le test Z2E pour le coup. Donc le test Z2E, c'est Image Comics avec 3 comics, ça ne commence pas. Voilà. Ah, tu penses parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, donc il y a pas, beaucoup pas de choses, l'installation de mais l'intrigue, l'univers. elle avance pas trop, quoi. C'est ça qui. Ouais, j'ai mis du temps à entrer dedans, mais c'est vrai qu'une fois que t'es entré dedans, t'as envie de savoir la suite. L'intrigue en elle-même, elle avance pas trop, mais il se passe beaucoup de choses en termes d'action. Donc tu t'ennuies pas non plus, mais tu je pense que t'ennuies t'es pas, resté sur ta faim parce que tu voulais en apprendre plus, quoi. Ouais, et puis parce que Jack il met du temps aussi à servir à quelque chose en fait. Ouais, mais comme il a son passé qui fonctionne, ça le rend vivant, enfin ça le rend crédible en fait. Ça change, je trouve. Oui, pardon. Pardon, excuse-moi, rien à ajouter sur ce titre? Non, ça se tente. Non, ça se tente, c'est bien. Ouais. Je suis curieux de voir la suite et l'univers qu'ils vont développer dessus du coup alors. Ouais, savoir si vraiment il se passe quelque chose ou. Ça, on sait si ça va être les mêmes auteurs, le même auteur. Je sais rien du tout, non. D'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que l'auteur c'est Ram V. Non, V c'est son pseudo, Ram, on va dire. Van Katzen. Van Katzen, et illustré par Dev Pramanik et je ne pourrais pas prononcer Derbla. C'est pour la couve, ça. Merci. C'est chez Image Comics, donc tu l'as dit, Zef, et ça a commencé en décembre de l'année dernière. 3e titre cette semaine, c'est Ben qui l'a choisi. Je précise, excusez-moi, que les 2 premiers titres, à savoir Midnighter Apollo et Paradiso, ont gentiment été proposés par les libraires d'Album Comics. Donc n'hésite pas à venir leur demander leur propre avis. Et donc 3e comics, Ben, Aliens, au pluriel, Dead Orbit. Absolument. Déjà j'ai été séduit par la couverture, donc j'ai fait une grégo là-dessus, mais par contre l'intérieur était bien, contrairement à d'habitude, et j'ai adoré, donc j'ai acheté, donc j'ai lu. Donc c'est écrit, dessiné et lettré aussi, parce qu'on le dit pas assez souvent, par la même personne, c'est James Strocco, qui est connu, il a bossé sur Godzilla ou sur Moon Knight aussi, coucou Adrien. Mais il a aussi un truc qui s'appelle Orkstein, c'est un créateur own, donc c'est lui qui l'a fait. Et il fait partie d'un crew qui s'appelle Yosh Comics. Je pense que ce sont des Canadiens, parce que lui-même est canadien. C'est un collectif de comics. Donc c'est un comics Dark Horse. Et donc c'est sur 4 issues. Le TPB vient de sortir, il est disponible chez Album Comics. Et ça raconte quoi? Ça raconte, en fait, on est vraiment dans le lore, j'ai envie de dire, d'Aliens. Ça se passe dans un vaisseau et on tombe sur un gars qui s'appelle Vassilouski. C'est dur à dire, on va l'appeler Vassi. C'est ça que j'ai trouvé vache qui donne le héros avec un nom imprononçable. Ouais, mais il l'appelle Vassi après. Donc voilà. Et en fait, on le découvre dans un vaisseau qui est complètement pété, qui est en train de se désagréger, et il fait face à une erreur, un problème, genre une dépressurisation ou un incendie quelque part dans le vaisseau. Oui, le truc classique de l'espace, quoi. Voilà, exactement. Et il est tout seul, il a plus de clope, il est énervé, il est fatigué, et il doit gérer ces problèmes-là. Sauf que dans son vaisseau, il n'est pas tout seul. Je vous le donne en 1000. Il y a un 8e passager. Exact. Deuxième, puisque là il est tout seul. Mais oui, c'est ça. C'est quoi et en plus, il est pas tout seul. In space, no one hears you scream. C'est ça, exactement. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que pendant qu'il fait ça et qu'il galère, on va voir qu'il se remémore des choses et on va apprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, ils étaient un crew, une équipe de 8 personnes, je crois. Ils sont tombés sur un vaisseau qui donnait pas signe de vie, mais dans lequel on voyait quand même qu'il y avait de l'activité. Ils sont allés les secourir alors que tout le monde n'était pas d'accord pour ça, pardon. Tout le monde n'était pas d'accord pour ça, mais bon, c'est un truc alien. Donc, ils y sont allés, ils ont trouvé de l'équipage, mais pas que. J'en dis pas plus pour pas volontairement gâcher des scènes qui m'ont, moi, vraiment fait très plaisir de découvrir. C'est visible à 10 km. Oui, mais bon, je préfère. Ça s'appelle Aliens Dead Orbit. Non, mais il n'y a pas que des trucs avec des aliens. Ils apparaissent, c'est classe. C'est mortel. Et évidemment, ils rapatrient cet équipage et avec ce qu'ils ont dedans. Et donc tout ce comics qui est en 4 issues, c'est de voir comment ça va partir en vrille, comment beaucoup de gens vont mourir, comment il va y avoir beaucoup de sang, beaucoup de boucherie, beaucoup d'aliens, mais aussi il va y avoir un truc très habile, aussi bien au scénario qu'au graphisme, c'est pareil, c'est un peu comme sur Paradiso, c'est marrant, mais j'ai préféré dans Aliens, c'est ce chassé-croisé entre ce qui se passe dans le présent et dans le passé, à tel point que vers la fin du comics, donc vers l'issue 3-4, ça se superpose vraiment. Et en fait, tu vois ce gars-là qui est tout seul face à des aliens, qui est en train d'essayer de se sauver la vie, qui fait des trucs de MacGyver pour faire exploser des trucs, vraiment c'est en mode survie, quoi. Va en même temps se remémorer son passé et
et tous les imbrications du passé qui vont avoir des conséquences sur le présent. Et graphiquement, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment très très bien fait. Surtout que tout ce qui se passe dans le présent, c'est plutôt dans les tons froids, bleu, violet. Oui. Ça va très bien avec les aliens. Et tout ce qui se passe dans le passé, c'est plutôt dans les oranges rouges, ce qui va très bien avec la chair en putréfaction. Ouais. Et en fait, quand ça se superpose, Bon c'est appétit. magnifique. Et en fait, c'est vraiment moi ce qui m'a séduit, c'est ce graphisme. C'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le comics classique, mainstream. C'est plutôt, d'ailleurs, ça se rapproche plus de ce qu'on va trouver par exemple dans le label 619 justement, Ouais, ou ouais. dans Doggy Bags. Il est canadien, alors peut-être qu'il a des influences Là, françaises, là. je sais pas, mais en tout cas, il a un style très marqué, très prononcé. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment, il y a une vraie patte. Il se fait vraiment plaisir. Il est en mode Jeff Darrow un peu. D'ailleurs, Jeff Darrow qui a fait une couverture alternative qui est en plein de détails, plein de hachures. Quand il fait une peau, un mec qui est dépecé, il fait tous les muscles avec les traits. C'est vraiment très très détaillé. Et quand c'est du gore, ça fonctionne vraiment très bien. C'est très efficace en C'est effet. très efficace. Pour le Et dégoût, c'est bien. la force de ce comic, je trouve, c'est et je pense que c'est pour ça que c'est pas une connerie de dire que c'est la meilleure chose depuis les films originaux. Oh. C'est qu'en fait, il y a une putain d'ambiance. Ça faisait longtemps que j'avais pas été oppressé par un comics et que j'avais pas eu vraiment peur, mais je me suis pas retourné, tu vois, mais j'étais là. Putain, je sais très bien ce qui va se passer parce qu'il y a des aliens, il y a des humains, mais j'ai été surpris et il y a vraiment, c'est angoissant et c'est grâce au dessin, parce que le scénario il est basique, mais même si les personnages sont attachants, c'est vraiment la mise en case, les couleurs, les dessins, et ça me force à défendre ce côté de dire quand la même personne s'occupe de tout, ça a une certaine saveur parce que le mec a eu son idée et qu'il a pas eu besoin de la diluer ou quoi. Et pour moi, c'est un vrai gros coup de cœur de cette année. Il est vraiment vraiment bien. Zef. Ouais, en fait, non, mais tu as tout dit, mais effectivement, la maîtrise du passage au passé et au présent sur les mêmes cases, en fait, c'est extrêmement bien maîtrisé. En fait. C'est-à-dire que tu as vraiment des références à ce qui s'est passé et du coup, le plonger dans l'histoire ancienne quand il y avait tout le crew est super bien foutu. Et pour la vie sur le comics, en fait, encore une fois, c'est vraiment un très bon comics Alien. C'est pour en avoir enchaîné pas mal, j'ai acheté des omnibus sur Alien, tout, c'est vraiment très bien maîtrisé. C'est super agréable à lire et tu retrouves vraiment l'oppression qu'il peut y avoir dans le premier Alien, dans le film, quand Ripley est tout seul dans ce putain de vaisseau et qu'elle doit se débarrasser d'un truc qui est là. Et c'est exactement ça. Il y a même des très bonnes suggestions dans les murs où t'as l'impression qu'il y a un truc qui se cache. En fait, c'est juste un tuyau. T'as plein de trucs. C'est vraiment super agréable. En fait, tu retrouves vraiment tout ce qu'on peut avoir de références dans les films. Ça fonctionnerait moins bien au cinéma, je trouve, ce genre de truc. Ils l'ont déjà fait. Ouais, mais là, tellement c'est bien maîtrisé en termes de traits, je pense que. C'est marrant parce que quand tu regardes, quand tu passes sur la case, ton œil rapidement, tu dis ok, là il y a forcément un alien. C'est ça, tu te prépares. Tu te montres que c'est pas le cas et quand tu regardes la case, tu dis ok, en fait si j'avais regardé vraiment, j'aurais vu que c'était pas le cas aussi, mais c'est super agréable du coup. C'est bien. Et c'est pas trop verbeux, donc ça fait vraiment très oppressant, très silencieux. Non, tout est très bon. Il y a rien à dire. C'est un très bon Alien. Il faut lire. Nivrae, ton avis? Est-ce que toi t'es fan d'Alien? Est-ce que t'aimes bien l'horreur, le gore? Alors, j'avais pas vu les Aliens jusqu'à il y a un an, mais j'ai fait le marathon au Grand Rex. Ouais. Okay. Mais attendez, elle aime bien la boucherie, on le sait. Voilà, j'ai fait le marathon au Grand Rex. Non, mais parce que j'avais peur. En fait, j'aime pas les films qui font peur et j'avais peur d'avoir peur. J'avais peur d'avoir peur. C'est quand même très méta, quoi. Mais du coup, j'ai vu les Aliens. Je connais bien l'histoire, le lore, tout ça. Y a pas de souci. Et le meilleur, c'est le 2, bien sûr. Okay. Débat. Voilà, j'ai lu les 4. J'ai fait l'effort. Ouais, bah voilà. Comment dire, les dessins, j'ai adoré les covers, un peu moins l'intérieur. Je trouvais que c'est. En fait, je pense que j'ai surtout détesté la tête des personnages humains. Ok. C'est très les particulier. xénomorphes, il n'y a pas à dire, ils sont tellement trop beaux, même quand ils sont tout petits. Sur eux. Ils sont vraiment cool. Après, j'ai un peu plus de mal avec l'histoire. Je suis pas trop fan d'autant de flashbacks. Et là, c'est vrai que c'est une case sur 3. C'est marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Ouais, mais ça marche ensemble en fait. C'est ça qui est ouf. Ouais, et j'ai eu. Alors, ça marche bien, mais c'est un peu dur quand même pour se mettre dedans quand t'es pas fan de ce genre-là. Okay. Moi, c'est vraiment un truc où j'aime bien quand l'histoire elle se passe au même moment, ou alors quand t'as un flashback, c'est clairement précisé et t'as une séquence de flashback. Là, c'est énormément en fait. Ouais, je pense que sans ce truc de flashback rapide, le comics aurait moins marché en fait. C'est vraiment très utile pour la surtout que ça aurait pas été aussi riche en narration. Les allers-retours sont justifiés. C'est vrai que c'est juste que quand t'en es pas fan, c'est un peu c'est un peu complexe à lire. Et l'autre point à noter, c'est qu'il y a énormément d'interjections. Je suis très heureuse de sortir ça. Ah oui, c'est vrai. Genre il y a
il y a des pages, mais genre 3 pages de suite où t'as pas une seule bulle de dialogue, c'est juste des alors tu fais ok. Tu fais bien. Et c'est assez impressionnant. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de texte dans le comics. Et tu tournes, et tu fais, ah ok, c'est bon. Là, ça reprend. Là, tu tapes 2 pages de suite où tu as plein de choses qui se racontent. Mais ouais, c'est l'autre point qui m'a paru un peu bizarre. Il y a des moments où il ne se passe que des choses sonores. Moi, je trouvais que ça participe à l'ambiance de ouf. Ouais, ce que j'allais dire, l'absence, le silence, justement. Après, côté très espace. J'étais très mauvaise pour me mettre dans l'ambiance alien. Il m'aurait peut-être fallu une petite musique avec pour m'aider. Mais il y a plein d'auteurs et d'artistes qui recommandent parfois des playlists. Il faut souvent les suivre sur Twitter et machin, parce que comme on est en retard. Des fois, ils les mettent à la fin des comics. Du coup, je regarde toujours les dernières pages à la fin, les recos de l'auteur. C'est pour ça que tu scrolles. Sam, est-ce que toi, est-ce que t'es un grand fan d'Alien ou est-ce que ouais. Je posais la question, mais je connaissais l'avance. Et donc, ton avis sur Dead Orbit? Dead Orbit, c'est génial. Tout simplement. Non, franchement, les dessins sont magnifiques. Tu parlais du label 619, j'ai trouvé aussi. Je trouve qu'il y a un petit côté aussi David Rubin dans la façon de la richesse des du personnages. trait. Ouais. C'est très détaillé, ça participe énormément à l'ambiance. Les vaisseaux, t'es pas dans des trucs lisses, t'es dans des plein de petits détails. Crado, ça fourmille. C'est organique en fait. C'est très cool, j'aime beaucoup l'expression des personnages. Vous avez parlé beaucoup de l'ambiance et de la peur qu'inspire l'Alien. Moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est sur l'équipage en lui-même. Il a déjà une vie en lui, ils sont déjà, on sent qu'ils vivent ensemble depuis très longtemps, qu'il y a des... Oui, tu vois qu'il va partir en vrille. Ils connaissent l'éthique des uns des autres. Et ça marche super bien, ça te plonge directement dans le comics et dans... Tu sais justement... Ok, je pense qu'on avait ensemble. Mais justement, il y a un moment, tu vois, quand tu parles de l'équipage, c'est pas du tout spoilant quand t'as le médecin qui gère une crise et qui se met à gueuler sur le capitaine sans raison, c'est juste le stress et après il est désolé. Tu es ok, ça va vraiment péter, il va y avoir un truc. C'est trop bien. Du coup, est-ce que d'autres choses à ajouter, Ben? Oui, je voulais dire, en fait, ça vient de sortir en TPB en VO et ça sort le 31 mai en français. Et ça s'appellera Alien Perdition. Je suis moins fan. Et ça sort chez Weta, un Weta Comics que je connaissais pas, mais je vais les contacter pour qu'ils sachent qu'on existe. Voilà, qu'ils sortent ça donc le 31 mai. Voilà. Donc lisez-le, c'est super. C'est pas chez Wayland. C'est ça. Avec cette voix-là. Ça sort pas chez Wayland Yutani, c'est que des fois, la volonté des fans peut faire bouger des choses dans un sens ou dans un autre. Rappelez-vous que c'est grâce aux couvertures de Ban Comics que DC Comics en retour a fait des couvertures. Enfin, ils ont piqué en fait l'idée. C'est dans les deux sens. Voilà, exactement. Donc je rappelle, c'est chez Dark Horse. C'est une mini-série en 4 issues, illustrée et écrite par James Stocco. Et lettré même. Et lettré aussi. Les interjections que Hélène n'aime pas, et ça donne envie d'aller voir ce qu'il a fait d'autre. Il a sorti d'autres justement, séries. Orkstein, là, son créateur Own, je suis très, très envie de le voir. Et puis il a bossé sur Godzilla aussi, donc il aime les monstres. Et elles sont tellement belles, ces planches. C'est amusant qu'il ait pris l'univers d'Aliens. En fait, il part de l'univers du deuxième film directement, en fait, où il y a un truc comme ça, Eketrus. Est-ce qu'il y a un lien précis avec les films? En fait, à la fin du TPB, tu vois les planches un peu pour on va dire un pilote de la série. Et au début, ils voulaient vraiment faire un truc à la Aliens avec beaucoup d'action. Et dans les planches qu'ils montrent, ils sont dans une ville, c'est des Marines. Et d'un seul coup, il y a une espèce de pyramide qui s'ouvre. Et là, il y a une vingtaine d'aliens qui arrivent. Et en fait, il explique qu'au début, il voulait faire ça vraiment action. Et quand il l'a vraiment créé, il s'est dit en fait non, je vais faire quelque chose avec une ambiance lourde, pesante, espace, etc. J'ai une question sur les aliens, enfin les xénomorphes. Est-ce qu'il y a un alien, un master mold en fait? Parce que si je me trompe pas, les aliens ils prennent les propriétés de l'autre. Mother Queen alien. D'accord. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit un alien, c'est un alien différent, c'est ça? En fait, t'as des classes normalement chez les aliens. Si on parle, ça dépend de quel univers tu parles. Ça dépend si tu parles des aliens des comics, des aliens des films. En fait, dans les films, t'as juste les aliens de base, sans parler des facehuggers et des Crushbusters. Chestbuster, merci. Sans parler de ceux-là, t'as juste des aliens qui sont soldats, enfin qui sont des abeilles. En fait, compare ça à une ruche, c'est exactement une hive en fait. Certes, t'as des aliens qui sont les abeilles de base, qui vont récolter des humains pour pouvoir faire des œufs et ainsi de suite. Et t'as la Mother Queen qui pond les œufs. Et t'as juste ça en fait. Mais dans les films, à un moment donné, c'est expliqué et en fait, c'est dans le 3 aussi. À la base, même dans le 3, il y a des scènes coupées, c'était une vache qui était utilisée et ils l'ont enlevé, ils ont mis un chien parce que derrière, en fait, l'alien qui en résulte de ça, en fait, est un peu comme un chien. Etc. En fait, ils prennent la morphologie de l'autre de base. Si ils ont un chien, il a 4 pattes.
fait le beau. Avec de l'acide dessus, tu sais, elle rend son maître, ça fond dans ta main. Il y a un comics comme ça. Il y a un comics comme ça où ils sortent un alien qui fait le beau et c'est un chien. En tout cas, si vous avez vu Alien Covenant et que vous avez envie de vous suicider comme tout le monde, Pas vu, matez pas ce comics pour vous laver de ça. Ok, donc voilà, on a déjà fait le résumé du comics. Et dernier comics cette semaine, je vais essayer de le dire. Mr. Wormwood, Gentleman Corpse, Mr. Wormwood goes to Hollywood. Mais voilà. C'est ça? Non, Washington. Washington. En plus, c'est écrit en toutes lettres. Oh, c'est pas loin. Il aurait pu. C'est pas loin, bah non, C'est c'est pas le même pas objectif derrière. hein. Non, c'est pas oui. Et c'est Sam qui l'a choisi. Et est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Donc Wormwood, c'est un personnage, c'est un petit ver. Un petit ver d'une autre dimension qui a, durant des milliers, des millions et des milliards d'années, Jusque-là, tout va bien. bouffé les corps pourrissants de Dieu. Et du coup, qui a des pouvoirs gigantesques, qui a une vie millénaire, il est quasiment immortel. Et il vit sur Terre depuis plusieurs milliers d'années dans le corps d'un cadavre. C'est trop bien. Voilà. meilleur pitch. Voilà. Et donc là, on apprend qu'il est plus sur Terre depuis un petit moment. Et ces deux comparses, Mr. Pendulum, un robot qu'il a construit mécanique, Qui ressemble à Tortue Géniale un peu. Ah ouais, c'est vrai. Avec des gros problèmes d'identité, de sexualité, qui est très fun. Et Phoebe, une nana qui a des pouvoirs qui sont dus à ses tatouages, qui prennent vie durant les combats. Ouais. Sont à sa recherche et de dimension en dimension, ils finissent par le retrouver sur une espèce de planète de préhistorique où il est en homme préhistorique a buté une espèce de T-Rex monstrueux. Et à boire du pu. Et à boire, ouais. Un lait pu. C'est un verre. Un lait pu. Mais qui apparemment est très demandé dans plein de dimensions. Ouais, donc ouais. on ne jette pas ça. On ne jette pas, on Mais gaspille pas. pas pour tout le monde. Ouais, c'est affreux, c'est dégueulasse. Et du coup, ils le ramènent sur Terre. Alors, ils essayent de négocier avec lui parce qu'il n'a pas tellement envie de repartir. Et puis, ils lui foutent un paquet de clopes sous le nez. Et finalement, bon, les clopes, il n'y en a pas sur ce monde-là, il faut revenir. Quoi. Et il aime particulièrement notre monde pour notre mode de vie, pour les clopes, la bière dont il est fan. Et quand il rentre sur Terre, il est attendu par un agent fédéral qui veut le faire venir à Washington parce qu'il se passe des choses très spéciales au Congrès. Et voilà, je pense que ça pitch pas mal. Et Ouais, ton il avis? faut pas en dire plus. Il n'y a je que pense, 3 issues. C'est vrai que c'est très très C'est une court, c'est mini-série. assez intense. Et ouais, c'est what the fuck à la Wormwood comme on aime. Alors toi, tu as déjà l'expérience de Wormwood. Est-ce que Ah ouais, c'est un peu. en fait, ce qui est paru là, est-ce que pour toi c'est vraiment la bonne suite spirituelle ou il y a le temps de latence entre les deux sorties ont vraiment transformé l'histoire et le personnage? Ça n'a pas transformé le personnage. Je l'ai trouvé peut-être un poil en dessous. Il faut dire que l'histoire d'avant était quand même vraiment, vraiment violente. Vraiment, elle était badass, quoi, vraiment. Ouais. Du coup, là, c'est plus calme. Il faut vraiment connaître la politique américaine. On en parlait avec Zef tout à l'heure. Je sais pas. Ou avoir Twitter? Ouais, si t'as Ouais, pas- Je sais pas s'il faut vraiment connaître. Enfin, Non, mais tu pour sens que c'est une comprendre critique la blague, en fait. sociale, quoi. Ouais, il y a une critique. Après, je m'attendais à plus d'ailleurs. J'avais Ouais, vu une couve alternative de l'issue 1 où t'as Wormwood qui est dans la tête de Trump et c'est excellent. Non, c'est très fun. J'aime beaucoup. J'adore tout ce que fait Ben Temple Smith. Ouais. C'est vrai que moi, il y a très longtemps, Tout à c'était fait. un des premiers. On fera un Alors, si focus je me ensemble. rappelle, c'était dans 10 Grand. Je crois que c'est dans un tout Mais bien un sûr, des premiers bien sûr, épisodes. putain, t'es grand, Je bien ne sûr. connaissais absolument pas cet artiste et je pense tomber amoureux à ce moment-là. Il est fantastique. Du coup, festival pour les yeux quand j'ai eu la chance de regarder Wormwood. Nivrae, qu'as-tu pensé de cette satire de la politique? Alors perso, je suis assez impatient d'avoir l'avis de Nivrae qui était Ah. la seule à tirer la tronche quand j'ai proposé Non, le titre. en fait, ce que je te remercie d'abord, c'est de m'avoir un peu introduit le truc parce que effectivement, c'est un verre. Et sur les premières images, j'avais pas trop fait gaffe parce qu'en fait, il est juste dans l'œil du Ouais, c'est ça, personnage. très discret. Oui, mais tu vois le cadavre. Enfin, tu vois, tu l'imagines comme ça. C'est Ça le peut personnage. être vois un pas, tu cadavre. Oui, bien Ça sûr. aurait pu être marche un pas espèce moins, d'homme zombie, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc bien du sûr. coup effectivement tu as ce petit verre dans l'œil, donc je remercie Sam pour m'avoir un peu introduit, comme ça j'ai même pas eu besoin de faire de Wikipédia. Ouais non, j'ai adoré la critique Trump. L'auteur il est australien et du coup il se fait plaisir parce que il s'en fout, c'est pas son pays. Très clairement, non mais très clairement. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est lié à l'actualité. Il y a un moment où on dit, enfin, il cherche le président, on sait pas où il est, on s'en fout, il est en train de faire un live tweet. Enfin, c'est tellement, il y a énormément d'humour là-dedans, et t'as des fantômes d'anciens personnages, t'as des scènes de transmutation, j'ai appelé ça comme ça reste vague, personne ne sait s'ils l'ont pas lu.
Il y a aussi il y a un côté très absurde que j'ai beaucoup aimé, entre autres avec je sais pas si on peut appeler ça l'arme avec laquelle il va résoudre tous les problèmes. Si, ça peut être considéré que comme une c'est arme. ça, Je dirais même une arme contondante. C'est plus ce qui va pointer le problème. C'est ça, l'arme Oui, c'est plus comme un contondante bâton qui va pour chercher pointer de l'eau, le là. problème et Ouais, être la résolution de tout ça. Et c'est assez surprenante, mais c'est vraiment de l'absurde. C'est très drôle. T'as un côté très déprimant parce que ça dépeint une Amérique un peu triste, quoi. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était beau dans l'histoire, la manière dont c'est raconté, les images, et c'était sale aussi. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le côté sale. C'est un cadavre, Wormwood. Donc effectivement, c'est crade visuellement, mais c'est du beau crade. Et du coup, non, j'ai pas mal aimé du tout. Ce qui est marrant, c'est que le style de dessin de Temple Smith, on a l'impression que c'est vrai que c'est un peu rushé. Enfin, pas rushé, au contraire, on sait très bien que ça prend beaucoup de temps, mais on a l'impression de canevas sur lequel ça a débordé ou il y a des pots qui se sont renversés. Sauf que j'ai trouvé qu'il y avait deux niveaux. Tu avais le côté cadavre où le mec est vraiment vert, il est putride, dégueulasse, mais en même temps même les personnages humains qui n'ont pas de rapport avec le mystique et tout, ils sont dégueulasses. Oui, mais parce qu'ils sont dégueulasses dans l'âme aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, je trouve Ils ça sont assez tous sympa. pourris de l'intérieur. Zef, toi, ton avis, on t'a vu faire des gestes pendant toute la revue. On sait que tu aimes. Je vais juste dire Temple Smith, quoi. C'est tout. Ça défonce. Ça c'est un auteur qui est fantastique, un dessinateur qui est absolument génial. Ouais. Je le suis depuis des années. C'est le mec qui a fait sorti Day and Night, Ouais. les 30 jours de nuit. Si vous avez jamais lu le comics, si vous avez vu que le film, regardez le comics qui déroule sa race. Tout ce qui touche ce mec, c'est de l'or. C'est un vrai tueur. Après, sur cette histoire-là pour Wormwood, à mon avis, c'est pas le meilleur truc pour commencer si vous avez jamais connu le héros, si on peut appeler ça un héros. Ouais. Il faut vraiment commencer par la base, parce que sans ça, vous êtes vraiment perdu dans l'univers de ce que ça crée. Tu trouves ? Moi, je trouve pas, moi. En fait, elle se contient bien, mais vous n'avez pas vraiment la backstory de ce qu'est Wormwood, en fait. Et ça, c'est dommage. Il y avait un épisode spécial Noël qui est sorti aussi, qui est vraiment absolument fantastique. À mon avis, il faut tout lire de Wormwood, quoi qu'il arrive. Donc j'ai kiffé ma race de ouf. Oui, parce qu'au final, il n'y a pas énormément de titres, mais ça vient d'il y a un moment. Ça date d'il y a un petit moment, quoi. Wormwood, ça a commencé il y a un ouais, moment. je crois que alors j'ai pas la tête, mais ça. 2008. Ouais, j'allais dire 2007 ou un truc comme ça. Presque 10 ans. C'est assez vieux. Et tout ce que. Donc voilà, c'est une très très bonne série. C'est vraiment vraiment très beau parce que c'est du Temple Smith. Je trouve alors ça, c'est difficile à dire. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré en dessin en plus sur certains côtés parce qu'il fait vraiment un côté très peinture. Sur ses fonds, et il y a des moments en fait où quand il dessine les visages avec ce qui sort des bouches et tout comme ça, en fait il s'est vraiment amélioré dans le détail, dans l'impression que ça peut donner. Et puis voilà, lisez Temple Smith, c'est de la tuerie quoi qu'il arrive. Ben, toi, ton côté illustrateur, est-ce que non mais c'est incritiquable, enfin Temple Smith. Non mais en fait ce qui est fou, c'est que tu peux très bien dire que t'aimes pas, mais tu peux pas dire que c'est bâclé ou que c'est pas recherché ou qu'il y a pas d'identité, parce que tu vois que tu vois un dessin, même un crayonné, tu vois que c'est lui, et tout ce qu'il apporte en termes de couleurs, t'en as parlé tout à l'heure, tous les effets un peu de taches ou de peau renversée, etc. Ça lui correspond, et je trouve qu'il utilise son média et sa page au maximum, c'est-à-dire que tu as des pages qui sont vraiment lourdes pas dans le sens péjoratif, plutôt riches en couleurs. Il y a jamais de blanc en fait, c'est toujours il y a pas de fond de page blanc en fait, c'est toujours très 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 recherché. À part les bulles encore. Et donc non, graphiquement j'ai rien à dire à part que c'est magnifique. Là où je suis pas trop d'accord, c'est que quand on dit que c'est dommage de pas avoir leur backstory, oui, mais c'est pas du tout nécessaire ou obligatoire, parce que justement je trouve que vu que c'est en 3 issues et que c'est une histoire très courte, et qu'en fait ce qui se passe avec la politique et tout, c'est juste une excuse pour lui pour faire une critique, et qu'en fait en termes de scénario c'est pas très compliqué, d'ailleurs c'est très bien, mais c'est pas dur à comprendre, même si t'as pas le passé du personnage. C'est juste que les États-Unis ont changé il y a 2 ans. Exactement. Et il y a un problème, il faut le régler. Et là où c'est intéressant, je trouve qu'on n'a pas arrêté de dire que c'était drôle, et je trouve que c'est drôle surtout dans le personnage de Wormy, comme il l'appelle, parce que en même temps il est désabusé, parce que comme l'a dit Sam, il a vécu des millénaires et tout, il connaît limite mieux les humains que nous, parce qu'il vit depuis très longtemps et tout ça, il a étudié notre monde et les humains et tout ça. Et il fait exactement très bien. Et en plus il a toujours une petite phrase un peu rigolote, il a pas vraiment de filtre social, il dit les choses cash, tu vois, machin. Et donc je trouve que tout ce côté un peu délirant, ça passe par lui en fait, c'est-à-dire que tu te dis ok,
il y a des zombies, il y a des trucs, des champignons qui vont nous envahir. C'est ok, tu vois. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir sa backstory pour comprendre, mais par contre, effectivement, ça te donne envie d'aller plus loin et de comprendre ce qui s'est passé. Mais justement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers de Wormwood, en tout cas, pas forcément l'univers de Temple Smith, c'est l'univers de Wormwood. Et je dirais même que c'est accessible au-delà du fait qu'il n'a pas de lèvres et que donc du coup c'est un zombie. Je trouve qu'on peut le montrer à des jeunes ados parce que c'est pas gore du tout. C'est-à-dire que c'est un peu. Non, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, rien, tu vois, c'est assez. C'est crade sans être je le comparerais un petit peu à l'univers d'Hellboy. Hellboy, tu peux carrément le montrer à des jeunes ados, peut-être pas des enfants, mais des jeunes ados parce que c'est rarement gore et c'est rarement choquant. C'est toujours un petit peu mystique, ésotérique et tout. Et pareil, ce personnage qui est un peu désabusé, un peu. Lui, il est pas en colère comme Hellboy, mais je les compare vraiment. C'est des trucs. Tu peux vraiment les prendre par n'importe quelle histoire en fait. Et en l'occurrence, celle-là, vu qu'elle est courte. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, donc oui, c'est validé totalement quoi. Il y a un passage, j'ai un passage que j'ai bien aimé qui illustrait, je trouve, assez bien le personnage et sa situation par rapport aux humains et aux autres personnes qui connaissent un peu les arts mystiques, qui sont évoqués dans le comics. C'est la scène où il trouve une solution au problème et il dit simplement non mais en fait il me faudrait un jour pour vous expliquer, donc je vous explique en 2 mots quoi. C'est assez marrant, mais ça montre le côté vieille âme qui a traversé plein de dimensions et plein d'univers pour arriver jusqu'ici. C'est donc Mister... Pardon, tu veux ajouter quelque chose? Non, je sais pas si on allait le dire, donc je le dis avant, c'est chez IDW. Ouais. Et pardon, c'est bon, non, et je pense que ça va sortir chez Delcourt, puisque d'habitude ça sort chez Delcourt. Ouais. Et c'est marrant parce que je crois que Temple Smith avait monté son label Squeeder ou un truc comme ça pour sortir ses œuvres, et du coup j'étais assez étonné que ça reste chez IDW. Je sais pas si des Kickstarter, beaucoup. Sur beaucoup de choses. Du coup, il est davantage, comme tu disais tout à l'heure, libéré du monde de la politique et de quoi que ce soit, notamment du fait qu'il est australien, mais aussi du fait que là, beaucoup de ses sorties sont à son compte. Il est maître de ce qu'il fait, quoi. Squeeder, lisez Squeeder. Il y avait un titre de Temple Smith que j'avais oublié d'évoquer parce qu'on parlait de Tangrand, mais il y a aussi un autre comics qu'on avait parlé, c'était Gotham By Midnight. Ah non, merde. Je pensais à un autre. Oui, Fell, détective Fell. Fell est génial. Absolument. Enfin, si vous avez qu'un comics à lire de Temple Smith, il faut absolument lire Détective Fell. C'est un truc en... Ouais. Et Gotham by Midnight qui est super aussi. Et surtout si vous aimez effectivement personnellement, c'est un peu comme de quoi on a parlé au début de Midnighter et Apollo et Aliens. Je suis pas du tout fan de ces univers là, mais je trouve qu'en quelques histoires parfois, quand elles sont un peu à côté, donc par exemple Gotham by Midnight qui se passe évidemment dans l'univers de Batman, on le voit je crois à quelques cases et après c'est fini quoi. En fait il vient juste pour dire je peux pas m'occuper de ça. C'est ça. Et là on découvre en fait l'utilité de cette brigade et en termes de mystique tout ça, on a encore des éléments qui sont très très forts et il a encore cette espèce de côté dégueulasse de montrer les monstres, les sorciers, tout ça. Ça s'est arrêté je crois à la 8e ou c'est malheureusement, mais moi j'ai le premier, j'ai bien aimé. Ah oui, ça défonce. Quelque chose à ajouter sur Wormwood? Lisez. Faut lire. Bon j'ai l'impression que à part Paradiso, on a des 8 francs pour tout. Et encore Paradiso, non, tu vas faire un effort, t'as dit. En fait, c'est faut être curieux et ça se tente en fait. Ça peut plaire. Faut voir ce que ça devient. Il faut attendre le oui de Adrien. Pour être sûr. Et voilà, si vous êtes trop jeune pour lire Wormwood, vous pouvez toujours lire La chenille qui fait des trous, parce qu'on a un peu la même impression avec le petit verre qui sort de là. Excellent livre. Voilà. Vous êtes trop jeune pour Wormwood, lisez Fell. Bon, voilà, on peut faire un enfant. Welcome to Oxford. Welcome to Oxford. Welcome to Oxford. C'est tellement bien aussi. C'est beau. Donc Temple Smith à l'illustration, à l'écriture, IDW comme le disait Ben tout à l'heure. Il a un super prénom en plus, donc allez-y. Oui. Octobre 2017 pour la parution et donc très prochainement en français. Retrouvez donc toutes les informations concernant les 4 comics dont on a parlé sur la page de radiokawa.com/culture et art. Je rappelle que les 2 premiers c'était Midnighter Apollo et Paradiso ont été proposés par Aurélien et Mathieu, les 2 libraires, 2 des libraires de Album Comics. Merci beaucoup pour ces suggestions. Je pense que ça va me faire commencer Midnighter. Voilà, pour être franc, je pense que je vais en acheter avant de partir. Donnez-vous vos avis sur Twitter ou venez participer au Bouya Comics Club pour discuter de tout ça encore. Absolument. Nous on se retrouve dans un instant, mais avant ça on va dire au revoir à nos chroniqueurs qui sont là. Ils vont laisser la place, je vous le dire, instantanément. Se taper dans la main comme dans Top Gun. À bientôt Ben. Ah non, c'est pas là. Oui, à bientôt. Écoutez, et surtout c'est pas très radiophonique. J'étais très content de faire ces reviews dans le comic shop intérieur des comics de Paris. What au revoir Zef, à bientôt. Merci Eric, merci à toi, ça me fait super plaisir d'être là toujours. Retrouvez-nous dans la prochaine. Pardon, j'arrête. Mais merci Album surtout de nous avoir invités, c'est super Album. Cool. Joyeux Merci beaucoup et joyeux anniversaire. Sam, à bientôt. À bientôt. Et Nivrae également. Oui, à bientôt.
peu vrai des Packerson après. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie de l'émission, focus dédié à Jim Lee cette semaine. À tout de suite. Dans Tech2, Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante, de Microsoft Word jusqu'à Netflix. À chaque numéro, on vous propose donc un gros dossier thématique. Et si on va vous parler d'actualité avec Yann, on le fait avec un twist particulier. Parce que des podcasts qui en parlent de long en large, non seulement ça ne manque pas, mais c'est aussi tout simplement pas notre but. Pour nous, l'actu, c'est une rubrique hybride. On vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie, mais aussi des objets et des applications qu'on vient de commencer à utiliser et qui méritent d'être évoqués. Tech2, c'est un lundi sur 2 sur Radio Kawa. De retour pour la deuxième partie de ce 96e épisode de Comics et Outcast. On accueille désormais trois nouveaux chroniqueurs. Non, en fait 2, parce que Kutrus était déjà là, mais était très discret. Il s'occupait de la technique, c'est déjà pas mal. On a Grégo avec nous. Oui, c'est vrai. Comment ça va ? Ça va. Oui, c'est vrai, c'est mon prénom. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu lis des trucs en ce moment ? Oui, j'ai rattrapé un peu mes Jim Lee justement pour préparer l'émission. T'as révisé ? Ouais, et je remonte un peu dans la chronologie de Thor, pour tout vous dire. Voilà. Ah, mais Thor genre classique The Mighty Thor. Thor. Et t'es prêt là ? On va faire un petit focus sur Jim Lee. Ah bon ? Oui. Ah mince. C'est pour ça que t'as révisé. Ah d'accord, ok. Et Joe également. Oui, bonjour. Joe qui a mangé du Jim Lee, mais genre tout à fait. Toute la semaine, tout le week-end. Ouais, j'ai pas fini encore. Hein, ça va. Et alors comment ça va ? Ça va très très bien ma foi. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu lis des trucs en ce moment ? Alors je viens de finir, figure-toi, Infinity Gauntlet, l'original de Starlin, que j'ai trouvé assez fun. Et là du coup je reviens un petit peu, je rattrape mon retard sur le Batman de Tom King, de King. Voilà, Batman de King. Il n'y a pas de prénom. Je sais jamais si c'est Tom ou Tim. C'est Tim King. Tom King. Voilà. Je rattrape mon retard parce que je suis un gros nulos qui est en retard. Oh, ça va, on a tous une vie, ça prend du temps parfois de lire. Donc là, et que tous avec nous. Et oui, je suis là. Voilà, il a enfin son propre micro. J'ai mon micro. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, merci, toujours bien. Là, on est bien chez Album, là. Qu'est-ce que vous en dites ? Bah écoute, on est bon. J'avais envie de dire on est posé, mais en fait non, on est debout, mais on est bien. Oui, on est posé sur nos pieds. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Tu lis des trucs toi, en ce moment, en fait, on t'a pas demandé en début d'émission. Ouais, je continue toujours The Wildstorm, comme Batman White Knight, ce genre de choses. Quoi. D'accord, des trucs en W, quoi. En quoi ? Les trucs en W. Les trucs en W, ouais. Wormwood. C'est ça. J'arrive à en trouver un autre. Oui. Pas mal. Je pense qu'on peut en trouver ici. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on va faire le tour du personnage légendaire de Jim Lee en parcourant un peu ses titres phares, quelques-unes de ses récompenses et passer par les 3 maisons par lesquelles lui-même est passé sur les plus de 30 ans de carrière qu'il collecte, ce qui est quand même pas mal. On va commencer avec le début. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça bien. Ouais. Alors, Jim Lee est né en 1964. Pardon. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah merde. Alors, j'avais laissé la bio, enfin une partie de la bio à Grégo, et on va. Enfin, à la base, on avait plus de temps, donc on avait envisagé une bio. Non, mais t'inquiète, je crois qu'on a largement pas parlé de tout. On t'écoute, Grégo. Ok. Alors, c'est l'heure de la petite biographie Wikipédia des biographies collaboratives. Donc Jim Lee, comme le disait si bien Joe, est né en 1964. Il est aujourd'hui âgé de 57 ans et il a une 53. Très belle carrière dans les comics derrière lui. Ouais. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui. Pour la petite histoire, il est quand même diplômé de psychologie. Et il était parti pour être médecin, pour faire des études de médecine. Ouais. Et il a passé un petit deal avec ses parents après son diplôme. Il a dit quand même le dessin, je sens qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un truc à jouer, j'aimerais bien essayer. Disons que je me donne 1 an pour réussir dans les dessins. Alors moi ça me paraît très très court quoi, parce que il y a des trucs que j'ai prévus l'année dernière que j'ai toujours pas fait. Donc lui faire une lessive ou ranger, trier mes papiers par exemple. Et donc lui dit non, 1 an pour réussir dans le dessin. Ok, d'accord. Et vous devinez la suite. En 1 an, il a réussi à entrer chez Marvel et à commencer à bosser, je crois, sur la division Alpha à l'époque. Donc là, on est en 1986. 1987, pardon. Ouais. 1986, il est diplômé. Du coup, il a tenu son année. Et ça va être le début de sa carrière donc de dessinateur. Et le succès va arriver assez rapidement puisqu'il va rejoindre ensuite le titre Uncanny X-Men, où il va travailler notamment avec Chris Claremont,
Uncanny X-Men, je rappelle juste que c'est le bulldozer de Marvel à l'époque. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui n'ont pas la ref, Chris Claremont, c'était aussi un illustre inconnu. Alors c'était pas un illustre inconnu, c'était un des scénaristes majeurs de cette époque et notamment il a fait un gros travail sur les X-Men. Et il devient même, et je reviens à Jim Lee, il deviendra même co-scénariste sur cette série. Ouais. D'accord. Et juste avant Uncanny X-Men, il a eu Punisher War Journal aussi. Punisher War Journal, exactement. Ouais. Tu nous en parleras un peu, Ketrus? Alors ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais donc tes souvenirs. je préfère pas trop. Je vais dire des bêtises. Mais c'est vrai qu'avec Alpha Flight, c'est un peu ça qui l'a fait décoller, et qui est sûrement ouvert. C'est marrant, en fait, Alpha Flight, ça décolle. Ouais. Pardon. Désolé. Et en tout cas, je pense que j'ai l'impression que pour toute une génération des 30-quarantenaires aujourd'hui, moi, c'est par son intermédiaire que j'ai découvert les X-Men. Enfin, j'ai pile découvert les X-Men au moment où c'était Jim Lee qui était aux commandes. Ouais. Et ça a été une vraie passion pour cet artiste, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a coécrit avec Chris Claremont le X-Men 1. Le fameux X-Men 1 et qui reste à ce jour le numéro de comics le plus vendu de l'histoire. Ouais. À 8 millions de ventes. Dans le Guinness des records. Hop là, 8 millions. Alors la petite astuce, c'est qu'il y avait 4 covers alternatives qui, assemblées ensemble, formaient une sorte de poster, voilà, une image complète. Alors est-ce que ça a joué dans les ventes pour les collectionneurs, etc. Peut-être, mais le numéro était un succès en tout cas. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de s'attarder sur ce X-Men 1 ou on va peut-être c'est le numéro qui lance la saga Mutant Genesis. Non, si je me trompe pas. Non, c'est Mutant. Enfin bref, ça lance une saga qui est hyper cool. Voilà. Mais en gros, bien cartonné. J'ai relu mon exemplaire. C'est vrai que j'ai pas exactement la suite, mais on retrouve. C'est un numéro en fait qui repose un peu les bases. À le relire 25 ans après. On retrouve un peu les bases des X-Men. Ils refont face à un Magneto qui s'est un peu pacifié et qui va recruter une nouvelle équipe. Et on va trouver une nouvelle équipe d'X-Men redécoupée en fait, et surtout avec des nouveaux costumes. Et ces nouveaux costumes vont rester comme des références pour beaucoup de lecteurs. Et il faut savoir qu'encore une fois, c'est Jim Lee qui les a designés. Pour la petite anecdote, Jim Lee nous a aussi offert avec Chris Claremont le personnage de Gambit. Oui, c'est ça. Qui a été classé deuxième X-Men le plus cool dans mon classement de ce matin. Avec je crois que c'était un BuzzFeed ou un truc comme ça. C'est mon classement perso, quoi. Quel dommage. Et du coup, pour moi, Jim Lee a une vraie patte pour créer des persos cool graphiquement et intéressants. On retrouvera aussi dans Wildcats derrière une bonne fournée. D'ailleurs, Grifter, c'est un peu un Gambit quelque part. Ouais. Grifter, ouais. Un peu plus hardcore, quoi. Un peu plus hardcore, bien sûr. Un peu plus hardcore, un peu plus américain, quoi. Oui, carrément. Et donc Wildcats, justement, on en reparle. 6 ans après avoir donc percé dans le monde du dessin, Jim Lee va être un des 7 membres fondateurs de Image Comics. Et notamment avec son label Wildstorm, au sein duquel il va lui publier Wildcats et d'autres auteurs comme comment il s'appelle celui qui a fait Gen 13. C'est pas Wild Sportatio? Non. Ou Choi, Brandon Choi. Il me semble que c'est ça, Brandon Choi, son ami d'enfance d'ailleurs. Ouais, avec lequel il a découvert sa passion du comics à l'école, quoi. Exactement. C'était vraiment 2 potes de. Et donc avec ni plus ni moins que l'intention de créer un nouvel univers partagé entre différentes séries. Et ça a eu pas mal de succès, je crois. C'était des titres qui se vendaient aux millions d'exemplaires à chaque fois. D'accord. C'était à la belle époque. Ouais. C'est arrivé en France vers 95. Là, j'ai retrouvé mon numéro 1 que j'ai lu aussi. Et donc, en effet, Wildcats qui va conter les aventures d'une équipe hétéroclite avec, pareil, des personnages ultra cool, très ancré dans les années 90, dans les super-héros des années 90. Très coloré, très pop. Très nu aussi pour certaines.
très dénudé. Mais c'était une époque où il faisait chaud, il faisait toujours chaud. Ouais, c'est vrai que les années 90, c'était le début du réchauffement chaud, climatique. Ce qui fait que les costumes il fallait qu'ils se fassent des costumes qui aillent avec la température ambiante de l'époque, quoi. Et puis leur studio était en Californie, donc tu vois. C'est vraiment. N'importe quoi. On peut comprendre. Et donc voilà, Image et donc voilà quelle horreur. Et donc Image Comics, Jim Lee revendra à DC, je crois, en 98. Enfin, il revendra le label Wildstorm. Le label Wildstorm, pardon, c'est pas Image Comics. À DC en 98, pour se recentrer un peu sur son travail d'auteur. Entre-temps, il aura retravaillé un petit peu pour Marvel, je crois sur les 4 Fantastiques. Ouais. Et ensuite, ça va être le début du coup de son travail chez DC. Et ça, c'est plus toi, Joe, qui va être peut-être capable de nous en parler. Après, on va d'abord parler au milieu parce que là, il y a une grosse période chez Image. Je te laisse continuer quand même. Tu voulais quelque chose sur Image, en fait, on est sur DC là. En fait, ouais. On va repasser sur Image pour parler de Wildstorm. Quetrus, Wildstorm. Ouais, alors juste pour rapidement sur Image. En fait, ils sont partis, ils ont été fondés Image parce qu'en fait, ils en avaient marre, tu sais, ce qu'ils appellent le work for hire, et en fait, qui fait que c'est la compagnie chez qui tu travailles qui possède le copyright et les droits, en fait. C'est ça. Et comme ils voyaient qu'ils étaient tous une bande d'artistes à talent, ça les faisait un peu chier, quoi. Déjà de pas avoir, d'être pas possesseur de leur création, et en plus de toucher moins de thunes, quoi. Donc effectivement, ils sont barrés, ils ont tous un peu fondé leur studio. Juste la petite anecdote, c'est Wildstorm, en fait, c'est la contraction des deux noms Wildcat et Stormwatch, qui étaient les deux les comics qui marchaient en fait à. Je viens pas de découvrir là, pas du tout. Je suis pas mind blown. Donc l'univers Wildstorm, c'est Stan Lee. Non. Jim Lee et Brandon Choi qui l'ont créé. Et en fait, c'est un univers qui se rapproche d'une autre, en fait, qui est un contemporain mais avec des super-héros, quoi. Je vais pas m'apesantir dessus, si j'en ai parlé déjà dans l'émission 84, donc si ça vous intéresse, on peut en parler. Très bon dossier. En fait, je vais un peu répéter ce qu'a dit Grevois, mais très rapidement. Donc oui, il s'est fait racheter par DC en 98, en fait, effectif en 99. Ça permettait à Wildstorm, en fait, d'aller un peu plus loin, et puis ils étaient en difficulté parce que les ventes étaient un peu descendues par rapport aux premières années où ils ont cartonné avec Wildcat, Gen 13, Stormwatch, etc. Spawn. Ah, enfin, oui, t'es sûr. Non, Spawn, c'est. Oui, Spawn, t'es particulier. Je pensais que t'étais sur Image en général. Ouais, c'était Todd McFarlane, production qui l'a fait, quoi. Bien sûr. Et en plus, DC, ça leur permettait aussi de se diversifier un peu, de racheter une boîte comme Wildstorm, quoi. Ouais. Parmi les gros titres qu'il y a eu dans Wildstorm, il y a The Authority, dont on a parlé, Planetary. Ah oui, plein de trucs bien riches. Plein de trucs bien riches, bien compliqués. Ouais. Ils ont aussi fondé American Best Comics chez Wildstorm. Et American Best Comics, c'est tout ce qui est publication d'Alan Moore, en fait. Donc t'as Top 10, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, etc. À savoir que la marque Wildstorm, en fait, s'est arrêtée en 2010. C'est DC qui a annoncé ça aux grandes dames des fans. Mais en fait, c'était pour plus facilement l'intégrer à l'univers DC, parce qu'en fait, quand DC a racheté Wildstorm, ils ont dit que Wildstorm était une part de l'univers Wildstorm était une part de l'univers DC, mais c'était Earth 50, etc. Donc 50, donc une planète dans leur univers, dans leur multivers. Voilà. Et ce fut qu'une courte pause, parce qu'en 2011, en fait, DC reconstruit son univers avec New 52, et justement en profite pour réintégrer Wildstorm en son sein, quoi. Et avant de passer la parole à Joe sur la période DC, faut savoir que sur Wildstorm, en février 2017, a eu le relaunch de l'univers créé par Warren Ellis, donc dans l'œuvre éponyme. D'accord. Alors là, on va faire un saut, désolé, un peu plus dans le futur. On va parler de justement son arrivée chez DC Comics. Ouais, chez DC Comics. Alors c'est assez amusant parce que Jim Lee, son arrivée chez DC Comics coïncide à peu près avec la vente de Wildstorm. Et en fait, quand il est arrivé chez DC en 98, on lui a pas fait faire grand chose, en fait. C'est-à-dire que t'as Jim Lee dans ton roster, mais il lui proposait à peu près rien.
de rien de bien intéressant, et du coup il se disait bon pour le moment je patiente et on verra si on alors on lui propose de dessiner Harley Quinn, mais à l'époque Harley Quinn est un personnage encore très jeune, et Jim Lee connaissait pas trop la série animée, il savait pas trop ce qu'il pouvait faire avec ce personnage, donc il a refusé. Aujourd'hui il s'en veut. C'est populaire bizarrement. Et jusqu'au jour où il reçoit un coup de fil de Jeff Lieb qui dit mec j'ai lu en fait en 2000 il fait une issue Batman Black and White qui s'appelle To Become a Bat, qui est vraiment une très très jolie issue en noir et blanc, et Jeff Lieb voit ça et lui dit mec tu veux pas qu'on fasse un Batman et en plus vu que j'aime vraiment ce que tu fais et que je trouve que tu as un style assez impactant, on pourrait faire un Batman qui soit un peu le All-Star, tu vois, genre il y aura tous les méchants, il y aura tous les gentils, il y aura Superman, on pourra vraiment s'éclater. C'est-à-dire pour Jeff Lieb refaire un petit peu quelque chose qui s'apparente dans le schéma en tout cas à ce qu'il avait fait sur Long Halloween, c'est-à-dire une sorte de showcase de toute la galerie de vilains de Batman avec un événement à chaque issue, et ils ont reproduit un peu ce schéma-là, mais avec le style effectivement hyper percutant de Jim Lee. Tu sens que il attendait un petit peu, il rongeait peut-être un peu son frein sur ses premières années chez DC, et que quand on lui a mis Batman entre les mains, il a dit ah alors donc j'avais prévu quelques petits trucs. En fait c'est un run de 12 issues quand même. D'accord. Donc c'est pas Et, juste une et- petite et collaboration. chaque issue est pensé comme une sorte de mini blockbuster, c'est-à-dire qu'à chaque fois il se passe un truc, un Batman se fight contre Superman, il révèle son identité à Catwoman. Alors spoiler, Batman c'est Bruce Wayne. Je dis ça, désolé. Au cas où. Mais bon voilà. T'as le retour de Jason Todd qui en fait n'est pas le retour de Jason Todd, mais tu te dis ça se trouve c'est en voyant ça que Judd Winnick s'est dit. En fait, je vais vraiment faire revenir Jason Todd, pourquoi pas, parce qu'en fait, tu te rends compte dans Hush que c'est Gueule d'Argile qui essaye de déstabiliser Batman psychologiquement et qui donc... Bref, il se passe plein de choses. Aujourd'hui, c'est un comics qui accuse quand même ses années, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de portfolio de tout Batman, parfois un peu en dépit d'une cohérence, mais ça introduit également un nouveau méchant qui s'appelle Hush, qui est très intéressant, qui a été assez bien exploité derrière sur Detective Comics par d'autres auteurs, d'autres dessinateurs, et c'est surtout c'est un peu quand même la marque de Jim Lee qui débarque chez DC, qui fait Batman. Un an après il va faire Superman for Tomorrow avec Brian Azzarello, et en gros il prend les deux personnages les plus emblématiques de DC Comics, il les adapte à son style, et ça a cartonné. C'est-à-dire que le Batman Hush, les gens, ça a remis plein de gens dans le comics. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui repensent à cette période-là en disant j'avais un peu lâché les comic books, j'ai vu la première couve de Batman Hush, je me suis souvenu que je disais les X-Men au début des années 90, et en fait ça a relancé vraiment la machine DC, la machine Batman, un vrai intérêt. Il y a eu moins de succès sur Superman for Tomorrow, parce que le scénario de Brian Azzarello était parfois un peu confus, un peu étrange, et contrairement à Hush, tu voyais pas tous les méchants de Superman. Enfin, c'était une histoire très très sensitive en fait. En revanche, les planches de Jim Lee sont assez folles, et tout le monde disait ouais, est-ce qu'il va vraiment réussir à s'approprier le personnage de Superman qui est quand même très particulier, qui est pas forcément et ça marche très très bien. Aujourd'hui en fait, rien que remater les planches, tu te dis bon, des trucs comme ça sortiraient aujourd'hui, on dirait quand même, j'imagine tout à fait Ben dire bon alors ça défonce parce que c'est quand même très très beau, et effectivement ça garde toute cette... En fait quand tu les revois, malgré les 15 ans ou 20 ans d'âge de certaines de ces bandes dessinées, tu comprends pourquoi ça a eu un impact, tu comprends pourquoi plein d'artistes ont commencé à essayer d'émuler son style, parce que c'est des pages qui te sautent à la gueule, quoi, si tu veux. Et il a vraiment cette... Jim Lee, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un très bon cover artiste aussi, c'est qu'il a quand même le don pour te faire des splash pages hyper iconographiques, avec des personnages qui foutent un coup de pied, et t'as l'impression qu'il va t'atterrir dans la gueule. C'est ça. Je me souviens aussi, moi Hush, je fais partie de ces gens dont Batman Silence m'a remis un peu dans les comics, et je me souviens parfaitement de la première planche de Batman qui sort de la fumée, qui ressemble un peu au Batman de Frank Miller, tu vois, il est un peu massif, il est un peu voûté, il est un peu... Et c'est encore aujourd'hui une référence. Et puis
par la suite de sa carrière chez DC Comics, il s'est orienté plus vers un travail d'éditeur, de publisher. Il a été producteur exécutif du MMO DC Universe Online, qui lui a pris pas mal de temps. Et ensuite, et là on va se rapprocher un petit peu des années 2010, il a été l'un des grands architectes avec Geoff Johns des New 52, de la refonte globale de tout l'univers DC. Et non seulement il a donné le tempo, et en plus il a été le dessinateur principal de la série Justice League, qui était un petit peu le fer de lance de ces New 52, qui réinventait une origin story, en tout cas pas une origin story aux héros de la Justice League, mais à leur rencontre. Et quand tu revois le truc, alors ça c'est beaucoup moins vieux, c'est 2011 si je ne m'abuse, et là ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire quand tu feuillettes, même sans lire le scénar de Justice League, qui néanmoins prend les bonnes décisions, met Darkseid en super vilain qui apparaît tardivement, introduit de nouvelles menaces, introduit vraiment très très bien le personnage de Cyborg, d'une manière que les films auront eu du mal à reproduire alors qu'ils s'en sont clairement inspirés, et c'est dommage. Mais en fait, j'ai relu un peu les New 52 Justice League récemment, et en fait, le film Justice League s'en inspire à fond et ils font tout n'importe comment, et tu te dis c'est dingue parce que le New 52 Justice League, t'as l'impression que c'était un storyboard de regardez, on va vous montrer, vous prenez ça, vous le mettez en image et vous faites un film et ça va très bien rouler, et tu te demandes comment where did it all go wrong, tu vois. mais ça tient très bien aujourd'hui, et ça a été effectivement une fois de plus de la part de Jim Lee un vrai bon boost, non seulement de vente, parce que quand t'as Jim Lee en couve, tout de suite les gens viennent acheter. Et ça a vraiment, le travail conjoint avec Geoff Johns, en tout cas, a très bien réussi à relancer un petit peu l'intérêt pour certaines séries qui commençaient à s'essouffler un petit peu. Ce New 52 a vraiment pas mal fonctionné au moment où c'est parti. Voilà, et depuis Rebirth, est-ce que depuis Jim Lee est plus en retrait, c'est-à-dire que on le voit beaucoup livrer de travail de cover artiste, et c'est toujours un plaisir d'ailleurs. Par exemple, le dernier numéro de Batman Metal, il s'est amusé à recréer tous les Batman un peu historiques, celui de Frank Miller, celui de Gotham by Gaslight, qu'il a tous mis sur la même couve. Il est très actif sur internet aussi, il a une chaîne Twitch, je vous l'annonce, si jamais ça vous intéresse, il y a une chaîne Twitch de Jim Lee où il fait des séances de 3 heures où il dessine et il t'explique comment il fait son truc. J'en ai vu une de 6 heures. Il chatte avec... non mais vraiment, voilà, il se fout pas de la gueule du monde, et il le fait quand il est en déplacement et tout. C'est vraiment hyper régulier. Et à côté de ça, effectivement, il a un poste de chief editor chez DC qui lui prend pas mal de temps et peut-être l'éloigne un petit peu de s'occuper de séries régulières. Cela dit, lui dit avoir cette volonté de revenir avec des séries régulières. Là, il y a Immortal Man qui sort des suites de Batman Metal et qui est un peu instigé aussi par Jim Lee. Il co-dessine cette première issue. Il y a toujours, depuis 2015, ils ont relancé avec Frank Miller des rumeurs selon lesquelles ils allaient reprendre l'un des comics les plus controversés de tous les temps, à savoir All-Star Batman et Robin, que les gens aiment ou détestent, ou détestent mais aiment quand même au fond d'eux parce qu'ils savent très bien que c'est leur petit plaisir coupable. Ouais, ça lui a fait du mal d'ailleurs, sa réputation celui-là. Ah oui, clairement. Mais lui, il dit encore aujourd'hui qu'il l'assume complètement et qu'ils sont chauds pour faire la suite. Frank Miller, il dit que la fin elle est écrite. Jim Lee dit que la fin elle est super. C'est juste qu'il faut qu'ils aient le temps de se poser et de faire. Parce qu'il reste, à la base, je crois que c'était prévu pour durer 18 issues ou un truc comme ça. Donc il doit en rester 5 à faire, 5 ou 6, tu vois. D'accord. Mais c'est un projet en hiatus. Mais je pense aussi que Jim Lee récemment a dit que il avait une réflexion sur la manière de faire des comics, qui certainement laissait sous-entendre qu'il avait une certaine frustration dans le sens où tout devait aller tellement vite, que les objectifs de rendu étaient tellement speed. Il dit finalement, si on n'avait pas cet objectif de rapidité, combien de nos planches finiraient à la poubelle. Et je pense que du coup, s'il revient au dessin, s'il livre vraiment des séries, je pense qu'il a envie que ce soit des choses sur lesquelles il puisse avoir le temps de livrer des planches dont il est complètement satisfait. Et c'est un discours qui se comprend, surtout de la part d'un mec qui est quand même hyper sollicité.
tu te dis bon, et qui a une 30 ans de certaine carrière, 30 ans de ouais, carrière, tu te dis, pas. s'il revient sur une série ongoing, je comprends qu'il ait envie d'essayer de livrer quelque chose qui soit à la hauteur des standards d'aujourd'hui et qui puisse. Il l'a fait un peu avec Batman Europa, mais Batman Europa c'était 4 issues. C'était un comics intéressant d'ailleurs, puisque c'était basé, enfin c'était en grande partie inspiré sur toute la période où il a vécu en Italie, qui a duré quelques années. Mais voilà, tu sais qu'il reviendra, mais quand il aura le temps, et je sais pas s'il a le temps trop en ce moment. Ouais, c'est vrai que ça a l'air chaud. Ouais. Hi, I'm Jonathan, and I love comic books. Well, actually, not so much these French guys just paid me to say so, but maybe I will check their podcast after all. It's called Comics Outcast, and it's a pretty badass name. Anyway, if you're a noob, Comics Outcast got your back with great tips and reviews of new comics from DC, Marvel, Image, or other indie publishers. And if you are a hardcore comic book fan, they will blow your mind every 2 weeks with endless debate on Hulk, pointless argumentation on bad movies, and silly jokes I don't understand. So jump on your phone and subscribe to Comics Outcast on iTunes. Then give them 5 stars and write down your best super feedback. And if it is already done, just stand up right now, wherever you are, and proclaim a glorious booyah. It won't help us, but it will help you. And we care about you. So try Comics Outcast now on radiokawa.com/comicsoutcast. radiokawa.com/comicsoutcast. Bisous, les outcastos. Hello. Alors, bah oui, on disait que Jim Lee avait pas beaucoup de temps. Mais Non, en fait, il a le temps de venir à Paris pour parler avec nous. Hi, Jim. Hi, how are you guys? What? Jim is here with us? Yeah. Is he? Yeah. Incredible. Jim is with us right now. Thank you so much for joining us today. Oh, my pleasure. So Comics Outcast is becoming like Jim Lee covered. You know, this alternate cover by Jim Lee for Comics Outcast. Thank you for being here today. My pleasure. Welcome to Paris. Welcome to Album Comics. Apparently, share some history with the bookshop. Yeah, I think this is my 4th or 5th time. Oui, je crois que c'est la 4e ou 5e fois que je passe au moins. La première fois, c'était en 2003. Mais j'avais déjà vu cette boutique avant, en 1996. J'avais rencontré Olivier Jalabert, qui travaillait pour Album, et il m'emmenait d'un endroit à un autre pendant que j'étais à Paris. On est passé devant cette boutique, et les travaux n'étaient pas encore terminés à l'intérieur. Alors on regardait à travers les vitres, et il me disait, là, tu vois, ça va être comme ça va être là. Et quand on est rentré, tout était très sombre et en travaux. Donc j'étais chez Album avant même que la boutique n'ouvre. Oh, so this is the So you know the secret origins. Yes, it's secret origins. Yeah, I was here. And then 2003, I was here for Batman. Et puis en 2003, j'étais là pour promouvoir Batman Hush avec l'auteur Jeff Loeb et l'artiste Tim Sale. Et on a ressenti à ce moment-là une grande vague de soutien. Et quand on se rencontre, il y a des fans de comics à Paris, dans le monde entier, des fans passionnés. On se dit, je pourrais m'y habituer, j'aimerais bien y retourner. Et donc tous les 2-3 ans, je suis revenu et j'ai vécu de très belles expériences. Every couple years or so, I've come back and had great experiences. For our listeners, what is a co-publisher for DC Entertainment? What do you do? That's a good question. I don't know the answer myself. What do we do? I get that question every now and then. Bonne question. Je ne sais pas moi-même. Qu'est-ce qu'on fait? On me pose la question de temps en temps. C'est un peu une question piège. On dit co-publicateur parce qu'on est 2, mais on supervise la partie édition. En fait, il y a une moitié de DC Comics, DC Entertainment, qui s'occupe du portfolio. C'est le côté sexy, comme j'aime dire, c'est-à-dire les films, les jeux, les produits dérivés, les séries, et ça c'est Geoff Jones qui s'en charge. Et le côté édition, papier numérique, c'est Dan Didio et moi qui en sommes les éditeurs. On supervise plus de 150 salariés, mais aussi la production, la fabrication, l'éditorial, la direction artistique, les relations avec les artistes, tout ce qui a à voir avec la publication des comics papier et numérique. That has to do with publishing the comic books, both digitally and in print. Do you scout for new talents? Is it you? Yeah, so we have Bobby Chase. She's VP of Talent Development. On a Bobby Chase qui s'occupe de ça. C'est la vice-présidente de DC Talent Development. C'est un programme de recherche et de développement de talents. Parce que pour nous, c'est important d'identifier de nouveaux talents, de les former et de garder les meilleurs avec lesquels on va travailler. Quand on se déplace, on cherche toujours de nouveaux talents. Do you have programs to help them grow and become better artists?
Yeah, so to give you a hint, at past programs we've done, there's a writers program, maybe 15. Pour vous donner un indice sur des programmes passés, il y en a un pour l'écriture avec 15-20 auteurs et ils travaillent ensemble sur Skype. Des auteurs comme Scott Snyder, par exemple, ont déjà donné plusieurs cours sur Skype. Les élèves ont des devoirs. Ils se retrouvent une fois par semaine, je crois. They meet once a week, I believe. On the artist side. Et côté artiste, on en a fait venir du monde entier, de Corée, d'Indonésie, de Fresno en Californie, enfin bref, de partout. From everywhere, and we bring them into Burbank. Et on les emmène à Burbank, notre siège en Californie, pour 9 jours. Andy Kubert comes in. On fait venir par exemple Klaus Johnson et Andy Kubert et on fait un séminaire intensif dans les bureaux de DC pendant 9 jours. On les guide pour le récit, on leur fait nos retours sur leur portfolio, ils rencontrent des coloristes, des auteurs pour dire comment ils décomposent des histoires. Ça concerne vraiment tous les aspects créatifs. Je les rencontre aussi, on parle carrière, gestion, ce genre de choses. Et ils rencontrent des éditeurs et ça c'est très fructueux. On a fait 3-4 sessions et toute l'année, pendant les festivals, on fait des masterclass. On fait venir nos meilleurs éléments le temps d'une journée. Plusieurs auteurs et artistes qui travaillent déjà pour nous viennent aussi. Et c'est une bonne occasion d'entendre les vétérans. Vous voyez, comment ils ont géré leur carrière et leurs œuvres. Frank Miller en a fait une, Grant Morrison, Neil Adams, pas mal de grands noms. Morrison did one, Neil Adams. So we had a lot of great talent come in and hold those. So those are conducted around existing conventions like San Diego or New York Comic Con. Okay. We've seen you using Twitch. Yes, yeah. To draw and show people what project you were working on. Yes. Do you plan on using that even more in the future? Or? Yeah, I think it's a very interesting platform, very different and unique than any other. Oui, je pense que c'est une plateforme très intéressante, différente et vraiment unique comparée aux autres. J'ai plus d'1 million de followers si on met ensemble Facebook, Instagram et Twitter. Et tout ça ne me rapporte absolument rien. $0 from all those followers. It's hard to, whereas Twitch, it's. Alors que Twitch, c'est fait pour être monétisé. C'est la version un peu moderne d'un fan club, si vous voulez. Quand on crée un Discord channel lié à Twitch, c'est une bonne façon d'interagir avec les fans, leur apprendre des choses sur l'art, leur montrer comment on fait. Pour moi, ça ressemble beaucoup à... Vous voyez, je participe à des panels à chaque convention où je parle de ma carrière en dessinant et puis j'offre un dessin. Et j'aime bien faire ça. Et ben, ma chaîne se base vraiment sur cette idée. Les audiences ne sont pas encore très très élevées, mais ça augmente rapidement et j'espère que ça continuera à progresser et que je pourrai faire plus de vidéos. And you know, it's not huge, but it's growing quickly, and so it gives me hope that this is something that can continue to grow and I can continue to do more of. I was watching one of those streams, the 6-hour one. Of course, I wasn't able to see everything. Sure, but, yeah. Who wants to watch for 6 hours? No, it's really à qui voudrait regarder un stream de 6 heures? Moi, quand j'ai réfléchi à ce que serait la chaîne, je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un voudrait regarder ça plus de 10 minutes? Et les gens de Twitch ils m'ont dit, non, on a des stats qui nous montrent que plus on stream longtemps, plus ça intéressera de monde. Et plus on stream fréquemment, plus les gens voudront regarder. Ça ne les fatigue pas de regarder. Ils aiment le côté familier, la régularité de la diffusion. I took a quote from you while you were drawing. Yes. I'm trying to make work fun. I'm Is trying to this make work your- fun. your Yeah. motto Well, throughout work life? is already fun, Yeah. so it's more fun, I guess. I think it's actually. Le travail, c'est déjà amusant, mais là, ça l'est encore plus. Je me suis rendu compte, en fait, que quand je dessine devant des spectateurs, je suis plus rapide que quand je dessine chez moi tout seul. Chez moi, je suis facilement distrait. Je procrastine, je descends manger un truc, il faut absolument que je sache ce que fait Kim Kardashian. Donc ce que je fais des recherches sur Google, les heures défilent, je sais tout des Kardashians, mais mon dessin, par contre, il n'a pas avancé. Donc quand je sens le regard de la caméra, je suis plus sage. Nothing's drawn itself. So if I have a camera watching me. Le fait d'avoir la caméra juste là, savoir que pendant 6 heures, mon but c'est de finir cette page, je vais le faire. Alors que tout seul, vers 3 heures du matin, je me dirais, ouais, je peux finir ça demain, je vais me coucher. I will do that. Whereas if I was working alone, maybe at 3 o'clock in the morning, I go like, you know what, I can finish this tomorrow. I'll go to bed. You say that, but at the same time, I've watched a recent Twitch you did, and you say you're more focused, but at the same time, I saw you draw Batman with a pint.
and then you erase yeah, it. yeah, So, yeah, you take some time to draw some jokes and then erase it. And I erase a lot anyway, but trust me, it's still more productive. Alors, j'efface beaucoup de choses, mais croyez-moi, c'est toujours plus productif. Faire une cover en 5 ou 6 heures en direct sur Twitch, ça ne se fait pas rapidement, je le sais bien moi-même. Mais quand la webcam n'est pas sur moi, c'est encore pire. Je suis probablement en train de regarder les news ou de lire des comics. I am probably reading, the news or reading comic books or interesting. Yeah, so there's just comme par hasard, la nuit, tout ce qui n'est pas du travail devient soudainement plus intéressant. Faire des streams, ça m'aide à me concentrer, même si je parle beaucoup et que je fais des blagues. Je reste assis, en général, je ne me lève qu'une seule fois, mais sans la caméra, je me lève tout le temps, au moins une fois par heure. And for sure, if there's no camera on me, I'm getting up multiple times every hour. What you were talking about reading comics? What kind of comics do you read these days? Do you still have time to read comics? So I And do read you still comics find it late at night. invigorating? Well, most of the time I'm reading. Je lis des comics tard la nuit. La plupart du temps, quand je lis, c'est pour suivre la continuité, connaître les histoires en cours chez DC. Mais là, je viens d'acheter le livre de Ed Piscor sur les X-Men, Grand Design, il y a une semaine. Et non, je l'ai pas encore lu. Spoiler is great, yeah. By my drawing table and then Non, il est sur ma table à dessin. Dès que j'ai le temps, je le lirai. J'ai lu aussi Alcoholic récemment. C'est un très vieux roman graphique de chez Vertigo, écrit par Jonathan Hames et dessiné par Dean Aspiel. J'ai lu un article sur Jonathan Hames sur le net et j'ai été intrigué par le fait qu'il ait dessiné des comics avant que je m'occupe moi de l'édition. Donc j'en ai pris un, je l'ai lu, ça m'a plu. Donc je lis pas uniquement des choses récentes. Je lis aussi des vieux trucs que j'ai ratés quand ils sont sortis la première fois. That's so it's not even just current stuff, it's old stuff that I might have missed the first time around. Yeah, it's good to know that even someone like you has dark spots where you haven't tried everything. Trust me, moi, en fait, je suis comme tout le monde, c'est impossible de tout lire. Je dis ça à tout le monde. Il y a tellement de contenu, et pas seulement papier, il y a les vidéos, les jeux, tout. C'est impossible de tout suivre. I've got one last question. Sure. What can you tell us about Action Comics issue 1000 without spoiling anything? Sure. A couple of things. One, obviously, it's a big milestone. Deux choses. D'abord, c'est une énorme étape. D'habitude, pour les numéros spéciaux, on célèbre le passé. Mais là, on voulait faire autre chose. On s'est dit, que pourrions-nous faire dans ce numéro qui n'a jamais été fait en 1000 parutions? Et on n'a rien trouvé. We came out with nothing. So we came out with this other idea. No. So we had honest. So we had this idea. Donc on a généré plein d'idées et Brian Michael Bendis est arrivé chez DC Comics avec ses propres idées. Et ça a résolu l'équation qu'on s'était posée nous-mêmes. En fait, on a créé un problème, on avait du mal à trouver des solutions. Bendis débarque, il dit j'ai la solution, comme ça. Alors, en même temps, c'est pour ça qu'on lui file tout ce pognon. Il a trouvé comment regarder le passé de Superman en créant quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ça ouvre une porte vers tout un tas d'histoires sur son passé, sa mythologie, ses origines. Ça va être hyper excitant, ça va créer la controverse, je pense. Dès qu'on touche à quelque chose d'établi, les gens sont bouleversés. The doorway that opens up into a whole new set of stories about Superman's past, his mythology, his origins. And I think it's really exciting. It will be somewhat controversial, I think, because anytime you mess with things that exist, people get upset. But are you talking about Son Goku? No, yeah. Goku. The Goku Gate? Yeah. Goku destroyed Krypton. That's it. So, no. So there's. Oui, c'est Goku qui a détruit Krypton, en fait. Non, Brian Michael Bendis va révéler beaucoup de choses. Il va bricoler des histoires. It's not just about Action 1000. Et je peux vous dire autre chose qui ne concerne pas directement Action Comics 1000. En fait, j'avais fait 10 pages pour Action Comics 1000 et on est passé à 12. Et finalement, ça sortira sur Destination Zero, avec une histoire de 12-13 pages écrite par Brian et illustrée par José Garcia Lopez. Et cette histoire se déroule au Daily Planet. C'est une histoire très calme qui se concentre sur Perry White et son équipe. Ce sont deux histoires différentes, mais elles sont géniales et ça montre le talent qu'a Brian Michael Bendis à gérer deux aspects de la vie de Superman. J'aime vraiment ces deux histoires et on croit très fort en ses capacités en tant que narrateur qui porteront Superman vers les 80 prochaines années. I think I'm excited for both kinds of Superman stories, and so we feel very, very confident in his abilities as a storyteller to take Superman into the next 80 years.
we are told that this is all the time we have for. I really want to go on, but we need to let you set up. Yeah, I think the signing's going to start. Yeah, so very exciting. So thank you from everybody from the podcast, Thank you. Wish you good luck for issue 1000. Yeah, okay. Oh, awesome. Thank you very much. That's the name of the podcast. Yeah, thank you. We'll transfer you the information of the podcast if you want to follow us. We'll send you, I think, the interview in English for you to share, perhaps. Okay, absolutely. Hopefully. Yeah, I will definitely retweet it. Retweet it, yes. Thank you very much. My pleasure. Thank you very so much. Thank you. C'est la fin de cette émission. J'ai 2 secondes pour dire au revoir à tout le monde. Merci à tous les chroniqueurs que je ne vais pas nommer individuellement, mais ils sont là. Merci à tout le monde d'avoir organisé tout cet événement, tout le matériel. Merci à Queutrus pour la réalisation. Merci à tout le monde pour l'entretien. Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on en parle. Merci bien sûr à Album Comics d'avoir pensé à nous pour joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire Album Comics, 20 ans. Merci à Julien d'avoir abandonné Koh-Lanta il y a 2 semaines pour pouvoir faire des tests. Merci aux libraires, merci à tout le monde, merci à Radio Kawa naturellement. Et nous on se retrouve dans 2 semaines le 30 avril pour une émission spéciale Free Comic Book Day. Entre temps vous pouvez télécharger l'épisode sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles, vous avez l'habitude. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien à part au revoir. Ah, bouya, bouya. Bouya? Can you say bouya with us? Booyah? Booyah. Oh, booyah. Okay, is that On a 3. French word? Is it? No, it's we use it as the French word, Okay, but got it, okay. on 3. 3, 2, 1. Booyah! Okay, well. Thank you so much. Thank you.